Tu m'en moi. Allez. Moi, après, j'ai le retour ici. Tu vois, 3 caméras. T'es magnifique, t'es beau. Ça va, hein, je fais T'es mon bien, maximum. hein. Ça va. Vas-y, à Tout de toutes. suite. Là, c'est moi. Et normalement, quand on parle tous les deux qu'il y a un silence, ça Ouais. revient sur la caméra Ok. 3, Ok. tous les deux. Peut-être pas trop de silence alors. T'inquiète. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre aussi? Le retour son, ça va? Ouais, je T'entends bien? correctement. Ouais. Ouais. Ok, super. Et bien parler dans le micro. Ouais, assez près ou ouais, tu me dis comme ça. Tu me dis s'il faut que je me rapproche beaucoup ou pas. Vas-y, essaye de parler dans le micro. Ouais, comme ça, c'est bien. Oh putain, en plus je suis déjà passé en live. J'ai pas fait gaffe. On a Allez, mis on est les bon. caméras. Quel début, les amis. Voilà. Bonjour, désolé, j'étais en train d'expliquer un petit peu le fonctionnement du podcast à monsieur Bertrand Trichet. Et bonjour déjà, heureux de vous revoir les amis, heureux de revoir le chat. Et alors aujourd'hui c'est exceptionnel, on fait le live habituellement le vendredi à partir de 11h30, midi pour les habitués. Mais comme Bertrand était dans les parages, était monté dans la capitale, pour la diffusion, l'AVP de la dernière vidéo Element, elle s'appelle Rich, hein, c'est bien ça? Search, oh putain, Search, Malheureux. excusez-moi, Malheureux. Search, malheureux que je suis. Eh bien, on s'est dit, ce serait sympa de la voir et qu'il vienne nous parler de la vidéo Element et qu'il nous parle de Element et aussi de son long parcours parce que ça fait des années que Bertrand est dans l'industrie. Donc voilà le pourquoi du comment on a ce podcast exceptionnellement aujourd'hui. Ça va Bertrand? Ça va. Tranquille? Merci pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Très content que tu aies accepté de venir ici. Donc juste pour terminer l'explication, ouais, quand tu parles normalement bien dans le micro Ouais, et normalement la caméra est switch sur toi automatiquement. plus près Parce comme qu'on a ça, pas bien. Ouais, bien encore mieux, tu sais, limite. Plus près en tac, plus. ouais, tu peux le lever un peu plus, tac. Ouais, comme ça. Ouais, super. Allez, Génial comme ça. super. Et bonjour Smoothpab, bonjour Czip. Alors c'est en direct et puis pour ceux qui ne peuvent pas assister au direct, la vidéo sera évidemment disponible en VOD. Voilà. Donc on va débuter, hein. On va commencer. Juste avant de se lancer, Bertrand, tu as été marketing manager chez Carhartt, tu as bossé ensuite chez NACSB, tu as aussi été éditeur d'un magazine, Acid Magazine, pendant une dizaine d'années. Et puis là, depuis 2020, tu es à la tête du global marketing de Element. Mais à côté de tout ça, tu es surtout un photographe. Comment ça t'est venu la passion pour la photo? C'est des trucs de famille. Hein. Petit, j'allais en colonie de vacances. On a des petits appareils jetables. Et puis mon grand-père faisait de la photo et récupérait l'appareil du grand-père. Et puis ça a avancé vers là, quoi. Ma mère a une sensibilité artistique qu'elle m'a transmise. Et voilà, petit à petit, ça s'est fait, quoi. Génial. Simplement, voilà. Génial. Et comment t'en es venu à faire des photos de skate? Encore une histoire de famille. En vacances avec ma grand-mère, j'ai vu les premières planches de skate et tout comme ça, donc j'ai accroché au skate tout de suite. Et la réalité, c'est que j'étais pas hyper doué dès le départ. Hein. Mais mes potes, ils y arrivaient mieux que moi. Et la photo dans le skate, c'est hyper important. Comme vous le savez, ça fait partie de ça. Donc les deux se sont associés assez naturellement. Et voilà. De ce côté-là. Et puis j'ai eu la chance, j'ai grandi à cette époque-là à Montpellier, qui était une espèce de place importante du skate avec le festival Attitude, c'était une World Cup, il y avait tous les pros, ce qui est assez dingue. Hein, ça habitait dans un petit village à côté de Montpellier. Donc, mais ça s'appelait quoi le petit village de Montpellier? Saint-Georges-d'Orc. Saint-Georges-d'Orc, ok, d'accord. Voilà, vraiment un micro-village. Et puis voilà, je voyais tous mes héros qui étaient là pendant 2 semaines. Et voilà, et là, les gens de Short Brain à l'époque, le sketch shop de la ville qui organisait le festival, et voilà, ils m'ont poussé sur les photos et tout ça, leur team et ainsi de suite. Et c'est devenu un peu plus professionnalisant. Et comment t'as appris la technique photographique? À l'ancienne, par toi-même en essayant faire des essais, grâce à des gens comme Short Brain qui me demandaient des photos, ça demande d'être un peu plus sérieux forcément. Et apprendre, lire, parler, rencontrer des gens. C'était très analogue à l'époque, hein, donc voir les autres photographes de l'époque, les vite fait. L'avantage des événements comme ce festival, c'était de rencontrer d'autres photographes, quoi. Donc les Eric Antoine de l'époque, les gens des magazines de l'époque, tout ça, quoi. Ok. Et c'était qui tes modèles photographes à l'époque qui t'inspiraient,
C'est dur à dire, je sais même pas qui dont c'était tu à voulais l'époque. peut-être émuler le style Ouais, le style, c'était éventuellement. clairement Est-ce qu'il y avait un Atiba Jefferson déjà à l'époque ou pas c'était encore, peut-être non, un peu tôt? c'était un peu tôt, ouais. Non, à l'époque, ouais, j'ai découvert un peu plus tard, mais c'est tous les photographes classiques des débuts, Thrasher, Transworld et tout ça. Mais là, j'étais encore petit à cette époque-là, donc je ne sais même pas les noms et tout ça. C'est juste, j'essayais de scotcher un vieux fisheye de caméra par-dessus mon grand angle pour faire l'effet fisheye, comprendre comment marchaient les flashs et trucs. Chez nous, il y avait Manu Sens, qui était un photographe de skate et de BMX, qui était qui est plus âgé que moi, donc un peu plus expérimenté. Je le voyais travailler, ce genre de gens là. Voilà. Et puis rapidement, quand tu voyais tous les grands photographes de skate à ce moment-là, les contests, il n'y en avait pas autant que maintenant, donc c'était vraiment un grand regroupement. Voilà, quoi. Donc j'ai pillé vite mes pairs de l'époque. Il y avait, je sais pas, de Paris, il y avait Artus qui était sur de la vidéo, qui était là. Il y avait Seb Michelini qui était déjà là à l'époque. Il y avait quelques Français, Eric Antoine aussi. Tous les Français de cette époque-là, les Benjamin Debert et consorts, quoi. Génial. Et tu as eu l'occasion de présenter tes photos dans des magazines plus tard? À cette époque-là, ouais, ça a commencé grâce à ce festival d'études avec Freestyler Magazine à l'époque, qui était un magazine mi-snow, mi-skate au début, et puis qui a fini 100% skate, et puis qui s'est transformé. C'était le magazine à l'époque, hein. C'est vrai que c'était le contre-pouvoir le contre-pouvoir, il y avait un côté un peu... comment dire, ça lançait pas mal de pics, ça chambrait pas mal. C'était Rhône-Alpes versus Sugar à Paris, quoi. C'était un peu les deux, et Trix, voilà, les deux magazines parisiens, et il y avait eux dans le Rhône, voilà. Basés à Grenoble, qui bougeaient bien sur le sud de la France. Voilà, étant du sud, voilà, on s'est regroupés. Génial. Et à côté de ta passion pour la photo, tu as toujours eu un métier à côté, un job ou des études? Ouais, des études, j'ai continué mes études, hein. Je suis d'une famille complètement normale, donc j'ai eu un parcours scolaire assez traditionnel. N'ayant pas une énorme confiance dans mon art photo, j'ai préféré assurer mes études et pousser le côté scientifique de la photo avec l'école Louis Lumière, là, qui est L'école nationale supérieure Louis Lumière. C'est très sérieux, mais à l'époque, était séparé en deux parties, une partie prise de vue, une partie vraiment technique de la photo, côté scientifique, le labo, tout ça. Ce que j'ai étudié et qui me donnait la chance d'être un peu comme ingénieur en photographie, mais vraiment sur la partie technique, qui m'assurait un job si tout partait un peu de travers de l'autre côté. Et heureusement, ça m'a permis d'avoir un job un peu alimentaire dans un studio de retouche à Paris à ce moment-là, sur la partie technique, et d'avoir beaucoup de temps libre pour shooter. C'est là que j'ai fait beaucoup de mes projets photos sans trop de pression commerciale, du coup, parce que j'avais un job à mi-temps qui me payait mon salaire, qui me permettait de bouger, de faire des trips incroyables. Comme beaucoup finalement de skateurs qui tentent de devenir skateurs professionnels et puis qui à côté ont un petit job alimentaire, exactement, qui travaillent sur le petit resto du coin ou autre. Voilà, vraiment ultra simple, quoi. Et de skater pas mal aussi, puis de rencontrer les Mathias Thomer qui était il n'y a pas longtemps. L'école était à Noisy-le-Grand, donc j'ai eu la grande chance que c'est exactement au moment où je suis arrivé à l'école qu'ils ont ouvert à Cosa Nostra, donc j'ai passé pas mal de temps là-bas à l'époque avec William Fan, qui était aussi de Noisy-le-Grand, donc je me suis retrouvé dans cette petite William Fan, skateur exceptionnel, au style dingue, incroyable, que j'avais découvert dans la vidéo Lords à l'époque. Et c'est dommage, il a eu une carrière assez courte, très éphémère. Complètement fort, quoi. Et moi j'étais complètement dépassé, là c'était un skate que je connaissais pas, quoi, ultra technique, mais fou, quoi. Donc ça m'a mis. C'est des cas que tu as eu l'occasion aussi de shooter je pouvais, à cette époque-là, ça faisait déjà quelques temps, je faisais déjà des tours, des trucs comme ça, donc j'étais déjà quoi. J'étais à l'école, mais je shootais déjà semi-professionnellement, quoi. Au moins pour les magazines français et tout ça, quoi. On n'entend rien, on me dit en retour. Alors attendez, le son merdique. Monte le son, faudrait qu'il parle un peu plus dans son micro, voire augmenter le son. Je vais bosser mon. Le son il est pourtant au top. Attends, hop. Est-ce que ça va comme ça, les amis? Est-ce que vous m'entendez mieux? Attends, je suis à bloc là. Allô les amis, est-ce que vous m'entendez mieux? Yes, on me dit Bernie Swag. C'est mieux? Ça va mieux aussi de mon côté, je fais un effort. Smooth Mab qui me dit que c'est mieux. C'est ok, le chat il est très réactif. En plus, j'ai même pas lu le chat tout à l'heure, désolé. Mais très bien, merci. Johan Foulot me dit c'est zip. Le chat il est dur des fois.
Mais on reprend ce podcast. Donc, tu me disais que tu faisais de la photo Ouais, au déjà, niveau semi-professionnel Oui, bah en fait, et que tu faisais déjà des tours, tout ça. Voilà, je partais déjà en tour, je shootais pas mal d'événements, les contests, les démos, les trucs comme ça. Mhm. Arrivé à Paris, j'ai assez vite connecté avec les gens de Sugar à l'époque, donc voilà, ça a shooté d'autres publics, les Chélois. J'ai passé beaucoup de temps avec les Chélois. Julien Bachelier, on avait fait une belle interview de lui avec un autre copain avec qui j'étais à l'école. On avait sorti des photos un peu spéciales. Voilà, on utilisait ce qu'on apprenait à l'école, le matériel, les trucs, pour shooter du skate un peu différemment. Ouais. Donc, c'était la photo surtout argentique, j'imagine. À l'époque, 100% argentique. 100% Là, argentique. je te parle avant, voilà, Et comment tu as vécu le passage au numérique? Assez nul. Hein. Assez nul? Ouais, parce que j'ai fini mon école, c'était vraiment le boom là, d'une école. Ça a commencé à devenir sérieux sur le numérique. Et du coup, j'ai complètement loupé ça. Quoi. Et j'étais un peu nul, au point que j'ai fait une formation là, il y a 2 ans là, avec mes points de formation. Ok, CPF. Voilà, CPF, exactement. Mes points CPF pour faire un Très important, les points CPF. Vérifiez vos points CPF, les amis. Hyper utile. Et du Pour coup, faire des j'ai formations, appris à utiliser Lightroom, tout ça, là, parce que je suis un peu à la rue. Et puis, c'est sorti au moment où j'ai continué longtemps en argentique quand même, parce que c'est ce que j'avais appris, ce que j'aimais, une manière de travailler. Et voilà. Et petit à petit, je m'y mets. Mais bon, je fais beaucoup moins de photos aujourd'hui, donc c'est beaucoup moins grave aussi. Quoi. J'ai le temps de me former tranquillement. Donc, je fais mes petits fanzines tranquilles. Et alors, comment t'en es venu à devenir brand manager chez Carhartt? Une histoire qui a duré quand même 10 ans. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'à travailler de plus en plus, j'ai fait des projets photos. Ça a commencé avec David Coulio, là, qui skatait pour Carhartt à l'époque, avec qui on est resté très, très proche toutes ces années. Et donc j'ai fait de plus en plus de projets en tant que photographe pour Carhartt, jusqu'au moment où j'ai fait des gros projets avec eux, où j'ai même monté les projets. Et donc ça, c'était un peu les deux fonctions, quoi. Monter le projet et faire les photos. Et le gars qui gérait le skate à l'époque, Lars Grave, qui beaucoup de skateurs européens doivent une partie de sa carrière. Non, l'inverse, les gens lui doivent beaucoup de leur carrière, voilà. À lui. Okay. À lui. Et il a décidé, le siège était près de Bâle à l'époque, il a décidé de bouger à Barcelone pour monter le bureau skate européen, et il avait besoin de quelqu'un, et on s'entendait bien, on avait fait déjà plein de projets ensemble, il m'a dit ça te dit, et voilà. Donc moi c'était un peu la fin de l'histoire à Paris aussi, j'étais content d'évoluer, puis de rentrer dans une boîte. Je suis un très mauvais commercial, donc vendre mes photos c'était toujours un truc, ça m'a jamais plu. Donc là, être intégré dans une marque, c'était du pain béni pour moi. Barcelone, c'était un peu pas le creux de la vague, mais ça redescendait un peu la hype de Barcelone, mais c'était quand même toujours cool, il y avait quand même toute la scène mondiale là-bas. Donc voilà, donc c'était tombé là-bas. Et puis au bout d'un moment, lui, il a voulu changer de voie, il a évolué dans sa vie, et donc il m'a refilé le bébé. Et j'ai continué. Donc tu es passé du gars qui gère ce qu'on appelle un spécialiste marketing, un peu marketing manager pour Carhartt. Où j'étais très à l'aise parce qu'une marque qui investissait dans le skate sans être une pure marque de skate et qui avait toujours un point de vue un peu particulier sur le skate. Ça n'a jamais été du core skate, ça en faisait partie, mais il y avait aussi toute la vision artistique qui me plaisait dès le départ. Donc j'ai fait perdurer ça de mon côté. J'ai été formé par Lars sur ce côté-là, et puis après il m'a passé le bébé, et après à mon tour j'ai passé le bébé à Joseph qui pendant un moment... avant de passer à Joseph Billet, bien sûr. Mais j'ai envie de savoir, c'est quoi le métier de brand manager exactement? En gros, c'est une gestion, selon les marques, ça varie évidemment. Pour une marque comme Carhartt, qui n'est pas une marque spécialiste skate, c'était beaucoup d'images. Et donc, ça aide la gestion du team, des publicités dans les magazines. Le marketing, à l'époque, était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, en gros, les possibilités marketing, c'était avoir un team de skate, faire voyager ce team de skate, faire des interviews avec les team riders et faire des vidéos. En dehors de ça, quelques produits collabs à l'époque, c'était déjà le début des collabs, et des contests, ce qui était quand même aussi une bonne partie des événements. C'était en gros le panel d'outils qu'on avait à disposition, et donc c'était c'était un peu cette gestion-là de ces différents trucs. Quel pays, les choix. Et c'était que l'Europe à l'époque aussi. Donc que l'Europe, plus simple aussi. C'est vrai que tu avais une cinquantaine de skateurs à gérer, par c'est contre, ça? c'était, et tu avais des skateurs extraordinaires. J'ai vu, par exemple,
Vous aviez monté le projet la Mongolian Tires. Ouais. Et dans cette vidéo, il y avait déjà Chris Pafner, Kenny Reed, Ouais, c'est dingue. Pontus, Pontus aussi. Qui skatait, Hugo Liard, là, qui a eu Hugo un truc il y a Liard pas aussi. longtemps. C'était fou, ça. Le team, il était Il était super dingue. stack. Et en fait, c'est marrant que tu parles de ça. C'est le gros projet auquel j'étais invité. Et c'est là où, voilà, où j'ai tissé des liens beaucoup plus forts avec l'équipe de Carhartt à ce moment-là, quoi. Et tous les riders qui étaient là à cette époque-là, quoi. Scott Bourne qui habite à Paris maintenant, et plein de gens comme ça, quoi. Et comment est née cette idée de monter la vidéo Mongolian Tires? C'est une longue histoire, mais qui est super. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est une vidéo moi, qui m'avait beaucoup plu à l'époque, qui était sortie début d'année 2000. Ouais. Et c'était pas juste une simple vidéo de skate, parce que c'était aussi un truc un peu documentaire, un peu, comment dire, humanitaire aussi, parce que vous étiez allé pour reconstruire le skatepark qui était là-bas, à Ulaanbaatar, je crois que c'était Ulaanbaatar. Voilà, et puis il y avait un côté immersion dans la culture mongole. C'était Vous dingue. aviez assisté même, je crois, à un truc, à un spectacle et tout, c'était dans un stade. De 2004, c'était. Donc ça remonte déjà maintenant un petit moment. Et en fait, l'année précédente, il y a un skateur allemand qui a fait ses études. Il fait des études d'archéologie. Et il est allé là-bas. Et il arrive à Ulaanbaatar, il y a un skatepark gigantesque. Construit de loin, ça a l'air super, et de près en fait c'est construit d'après photo, donc les gens ils savaient pas construire le skatepark. Et il revient, il dit il faut qu'on y retourne, qu'on fasse qu'on recherche c'est quoi skatepark, à quoi ça sert, tout ça, c'était dingue. Et donc on y est retourné l'année d'après. Coup du sort, il est démonté, je sais pas, 2 semaines avant qu'on arrive, il reste qu'un quarter qui est en photo dans le livre. Et du coup, grosse expédition pour aller skater en Mongolie, quoi. Puis je crois qu'il y a Trasher qui avait fait vite fait un tour rapidement, mais bon là, voilà, donc plein de gens sont gaffés là-dessus, dont Scott Bourne et Kenny Reed. On a skaté pendant 1 mois, c'était un énorme trip. On était une vingtaine, c'était complètement fou. Il y avait Alex Basile en en autre photographe, Quentin Debris qui commençait la photo à l'époque. Il y avait plein de gens comme ça. Et voilà, et on a passé beaucoup de temps. On est allé dans le désert. Julian Dickmans aussi, qui était aussi chez Antise. Il y avait une bonne équipe Antise de l'époque. Et donc, on a skaté à Ulaanbaatar. On a fait un skatepark qu'on a laissé à l'association locale avec une petite démo et tout. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et on est allé dans la campagne, voir les villes un peu secondaires, dans les steppes. Et c'était un pays encore pas ultra développé par rapport à aujourd'hui. Et donc, on a vécu. On avait des guides locaux qui nous ont emmenés et qui nous ont fait vivre la vie à Mongol. Et pour moi, c'était ma vraie première aventure, quoi. Première aventure, c'est une aventure qui t'a marqué. J'ai vu dans une interview que c'était probablement le trip. Moi, oui, c'était une vraie aventure, quoi. On est parti, à un moment, on a splitté un peu le groupe parce qu'on était nombreux. Donc avec Julien, on est parti dans le désert de Gobi, juste tous les deux. Et c'est des souvenirs dingues, quoi. Le gars dans sa Jeep, il dit on voulait dormir où? Et puis t'as un désert à 360 degrés autour de toi. Et je dis comment ça? Il dit il faut choisir un lieu, quoi. Et puis t'es au milieu de rien, il n'y a rien. Et donc tu dis allez, en haut de la petite butte, là, ça va être cool, on aura une belle vue, et tu dors là, tout seul. Donc c'est assez fou. Et puis après, il y avait quand même pas mal d'histoires. Je vous encourage à regarder la vidéo. Il y a eu quelques histoires dans la ville avec un pays où la culture est vraiment différente. Les gens, ils se soucient pas des mêmes choses. Ça t'ouvre les yeux aussi sur la vie rurale. Et comment est-ce qu'ils voyaient les gens de là-bas, de voir des Européens venir skater comme ça avec des... Il y a le truc universel du skate où c'est magique de voir, t'imagines, les meilleurs skateurs du monde. J'ai pas trop l'habitude de voir des skateurs dans leur voir des skateurs tellement fous, quoi. C'est des skateurs très talentueux, quoi. Les Pontus et tout ça, c'est des gens très très forts en skate à l'époque. Et donc cette magie du skate, elle opère souvent directement. Les gens sont médusés, puis il y a ceux qui se plaignent de la destruction des biens publics, quoi. Mais assez bien reçu de façon générale, quoi. Et puis voilà, faire monter des kits sur une planche, c'est universel. Les gens, c'est génial, quoi. Les gens, ils kiffent. Non, c'était plutôt bien reçu. On y est retourné 10 ans après pour l'histoire avec Carhartt à l'époque, donc Joseph, Sylvain Tonielli, Jérôme Campbell, tout ça. Et là, tout de suite, le pays, entre-temps, était un des pays qui a eu une croissance phénoménale à cause des ressources minérales. Et là, du coup, les gens étaient bien plus réactifs à, comme on a chez nous, vous détruisez chez nous, nanana. Dès qu'on est parti à la campagne, on est retrouvé dans l'ancien modèle où les gens trouvent ça génial et super, mais dans la ville, il y a eu quand même... c'était un peu plus dur. Ça me fait penser à quand j'étais parti en Afrique, en Guinée. J'avais pris ma planche de skate et j'ai trouvé des endroits où skater et tout. Et souvent, tu avais effectivement les gens qui s'arrêtaient et qui étaient super étonnés, qui étaient là, qui regardaient, qui prenaient des photos, des vidéos.
Et parce que bon, voilà, le skate, c'était pas un truc qu'ils voyaient tous les jours, Non, quoi. ouais. Non, mais Donc, ouais, il y a toujours cette magie qui s'opère. Voilà, c'est assez universel, le jeu, quoi, au sens large, quoi. Donc ça, c'était cool. Génial. Et est-ce qu'il y a un autre projet qui t'a marqué avec Carhartt dans les 10 années? On va pas toutes les couvrir, mais en tout il y en cas... a beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a eu, hein? Si je dois en prendre deux, il y a à la même époque, on a fait ce calendrier qui était Kingpin à l'époque. On avait peint des spots en blanc. C'était un des gros projets dont je parlais, que j'avais monté, que Carhartt avait aidé à produire. Et c'est là que j'ai pu rencontrer tout le team d'un coup. Et donc, voilà, aller en Suède avec Pontus, peindre dans les rues chez lui et faire ces spots-là. Ça, c'était cool. Et après, on est allé jusqu'à Barcelone, pareil, trouver des endroits en Allemagne, rencontrer un peu tout le team. Caspar Van Nierop à l'époque qui skatait pour Carhartt. Ah oui, Caspar, qui est aujourd'hui le gars derrière le marketing de ASICS Skate. Voilà, donc aller chez lui en Hollande, trouver des spots, les peindre, ça c'était assez fou parce que c'était un projet artistique, photographique, skate. Et puis je passais vraiment du temps avec les gens, quoi. C'est un luxe qu'aujourd'hui, quand j'ai réfléchi à ce genre de projet, c'était luxueux dans sa production, quoi. Passer, je sais pas, 5-6 jours chez quelqu'un, shooter, prendre le temps, faire des repérages et tout. Et après, je sais pas, il y en a eu plein. Quand on est allé avec Joël Tétamanti, un photographe suisse, on était dans les Alpes suisses avec Antise à l'époque. Et chercher tous ces spots au milieu de nulle part. Voilà, Paul Labadie avait fait le montage, qui est toujours un de mes préférés. Et voilà, c'était hyper beau d'être dans la nature, d'être... Ça m'a poursuivi, on parlera d'Element après, mais un peu avec Element, c'est un peu ce côté d'enlever le stress de la ville et d'avoir un skate un peu plus posé, un peu plus nature, qui me plaise beaucoup. Ça se fait un petit peu moins, non, j'ai l'impression aussi, alors, je sais pas si c'est chez Carhartt ou chez les marques en général, de partir comme ça en trip longuement. Et tu disais, c'était un luxe par exemple de rester plusieurs jours chez une personne pour filmer un projet. C'est un truc un petit peu disparu Alors, oui, en tout cas le côté un peu voyage exotique, documenté, c'est vrai qu'il a eu son âge d'or dans les années 2000-2010, j'ai envie de dire. Cliché, plein de gens ont fait tous ces trips complètement fous. Red Bull a bien pris la suite aussi, hein, avec Kevin Metalli en France qui a fait tous ces trips incroyables et tout. Et Patrick Wallner qui a fait tous ces super films avec le transsibérien et tout ça. Il y a eu des choses qui sont un peu, effectivement, ça s'est un peu éteint, j'ai envie de dire, cette mode-là des voyages un peu exotiques. Mais bon, je connais pas les raisons. C'est peut-être le fait une espèce d'usure du voyage exotique. Et à la National Geographic, là, ça s'est un peu calmé. Mais après, les productions, le niveau de skate a évolué, les manières de filmer ont évolué. Je sais pas. Là, il y a un peu de ça dans le voyage dans Search. Là, on a fait un peu des voyages un peu quand même dans ce goût-là. Là. Vous allez découvrir ça ce soir. Mais d'accord. On va en parler un petit peu plus en détail un peu plus tard. Après ces 10 années chez Carhartt, tu as ensuite transmis ta fonction de brand manager à Joseph Billet. Comment s'est fait la transition, toi, ensuite, de Carhartt vers Nike SB? Ça faisait quelques années que j'étais en contact avec des gens de Nike, je veux dire, avec Caspar notamment, là, que je connaissais bien. J'étais hyper heureux chez Carhartt. Le bureau à un moment a fermé de Barcelone et je suis revenu à Paris pour gérer un peu plus des shootings, des collaborations, des choses comme ça, plus dans la mode. Et donc laisser un peu de place petit à petit à Joseph à prendre les rênes. Je n'étais pas vraiment calculé, mais bon, ça se passait comme ça. C'était l'évolution naturelle. Et puis au bout de 10 ans dans une boîte, tu te poses la question, c'est quoi le move d'après s'il y en a un? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et là, Nike s'est représenté, c'était le moment, il y avait Nike SB dans le mix, c'était cool de changer d'échelle. Le Carhartt, c'était il y a donc plus d'une dizaine d'années maintenant, c'était un peu moins gros que maintenant. C'était une évolution un peu de carrière qui s'est présentée, qui était le bon moment, j'étais sur place. J'ai tenté le coup, quoi. Alors tu dis que Nike SB était dans le mix et en fait je suis allé voir ta fiche LinkedIn et donc tu étais responsable du skate mais aussi du basketball et du golf. C'est une bonne histoire. Et je me suis dit mais c'est quoi le rapport entre tous ces sports là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc j'ai été engagé pour le skate en France à la base, on a la chance, Paris est quand même une des capitales du skate, donc c'était un truc assez important. Je connaissais très bien aussi Daniel Stankovic qui était à l'Europe, je le connais toujours très bien d'ailleurs. Et donc il y avait ce premier... Voilà. Et après, rapidement, au bout d'un an, il y a Roland Garros qui arrive.
Et il n'y a personne qui s'occupe, ils avaient personne au marketing pour gérer Roland-Garros. Je fais, bah allez, ça va être marrant. Moi, c'était une période creuse dans mon calendrier. Je fais, bah allez, je prends le truc. Et puis voilà, quoi. Il y a Nadal qui a gagné, donc j'ai dû faire un énorme bazar pour Nadal, faire un musée pour sa victoire et tout ça. Et il y a eu une espèce de réorganisation qui est assez commune chez Nike, qui arrive cycliquement. Et du coup, ils ont regroupé tout ce qu'ils appellent les sports où il y a surtout des pratiques en corps. Donc le basket, tennis, golf et skate. Donc, je me suis retrouvé à la tête de ces 4 sports en marketing pour toute l'Europe du Nord. Donc c'est un changement de projet qui expliquera mon move d'après d'ailleurs. Okay. Et le challenge, je l'ai pris, c'est intéressant de découvrir des nouveaux trucs. Intéressant, mais est-ce que tu avais une expérience ou une affinité avec ces sports-là? Aucune. Pas du tout le fan de basket pour ni de honnête, golf. Vraiment pas. Okay. Autant le basket, ça a été assez facile. La communauté à Paris est hyper forte, hyper sympa. Il y a des ponts avec le skate assez naturels, même si j'y connaissais rien. Par contre, tennis et golf, c'était loin de moi. Et donc, autant me lever tôt le matin, un dimanche, pour aller voir un contest de skate ou aller voir des gars cool qui ont fait du basket, c'était assez naturel. Autant attendre la fin d'une compétition de tennis pour pouvoir poster ou pas poster, qu'il a gagné ou pas gagné. Ça m'a pas plus excité que ça, quoi. Okay, donc, voilà. Mais c'était super. L'expérience est super. Et quand on est des stagiaires qui passent chez Element ou des jeunes me demandent ouais, je dois prendre ce job corporate, je dis ben ouais, c'est une super école, quoi. Tu rencontres beaucoup de monde, il y a des gens fantastiques et hyper intelligents qui travaillent là-bas. Est-ce que vous avez les mêmes points de vue? Probablement pas, mais c'est pas grave, quoi. T'es jeune dans ta carrière, c'est une formation dingue, quoi. Donc j'encourage toujours ça aujourd'hui. Là, il y a Archie qui travaille chez Nike maintenant. Bah, et voilà, il est en train de vivre ce que j'ai vécu moi c'est à ce moment-là. C'est vraiment voilà, tu fais des gros événements, des gros budgets, les meilleurs athlètes du monde. C'est cool. Est-ce que tu as envie de faire ça au fond de toi dans ta vie? Bah, peut-être oui, peut-être non. Si c'est non, bah, tu sais que au moins pas de regret, c'est fait, quoi. Et dans la partie skate, quel projet, quelle activation t'as aimé faire? Est-ce qu'il y avait celle notamment avec les 10 ans de la Janowski là? Alors il y a eu 2 choses. Il y a eu un hiver où il y avait beaucoup de neige. Pour les Parisiens, ils s'en souviennent peut-être. On a fait le premier garage. Donc ça s'appelait le garage parce qu'ils avaient à l'époque fait à Brooklyn un premier skatepark privé à Nike à Brooklyn. Donc on a fait, bon voilà, le concept existe déjà, c'est super. Il n'y a pas de skatepark dans Paris même. Donc c'était dans le 19e, il me semble. On avait fait pendant 2-3 semaines un skatepark privé pour le lancement à l'époque de la première chaussure de Nigel. Donc c'était cool, c'était chauffé, c'était un hiver où il avait énormément neigé, donc on avait eu du monde, c'était super. C'était produit par Stéphane Borgne à l'époque qui avait son agence à Paris. Voilà, on était vraiment voilà, il y a Thomas Busutil qui a travaillé là à l'accueil pendant les 2-3 semaines. Donc c'était voilà, un vrai truc de communauté qui a bien marché. Donc au New Skate. Et puis quelques années plus tard, il y a eu les 10 ans de la Janowski. Et là, c'était l'occasion de faire garage Janowski, rebelote, avec un skatepark. Il n'y a toujours pas de skatepark privé très apprécié dans le centre de Paris. EGP. Oui, pour de la Chapelle. Très apprécié. Je tiens à dire. C'est ce que je dis. Un skatepark apprécié, j'ai dit. Oui, je l'aime bien ce skatepark. Mais je dois être le seul parce qu'à chaque fois que j'en parle, je me fais chambrer par Gorka et Massimo. Bon, écoute. En tout cas, il y avait de la place, même s'il y avait le GP. Vu la population des skateurs à Paris, il y a quand même la place pour 2 skateparks couverts dans Paris. Et je sais pas ce que en tout cas moi ce que j'en pense c'est sûr, c'est que on est tous contents de découvrir des nouveaux modules, des nouveaux spots et de skater autre chose de temps en temps, quoi. Donc voilà, donc ça faisait partie de ce truc là. Donc ça, au niveau skate, c'était les 2 bons projets et on a fait ce projet un peu dingue de faire cette grosse Janowski qu'on a fait rouler dans Paris et qui était un petit clip un peu marrant qui est devenu viral. C'était chouette. C'était un petit peu inspiré par Vance qui avait fait une skate high à l'époque avec des roues et qui roulait aussi pareil. Inspiré, je sais pas, on trouvait ça marrant en tout cas de le faire. Et puis c'était un peu un délire, un peu marrant de montrer une chaussure. Après on l'avait montré justement à Citadium et puis on a fait un peu tourner. C'était rigolo, quoi. C'est pas un énorme plan marketing ultra ficelé, quoi. Il y avait un peu cette Daniel Stankovic a un peu cette folie de temps en temps, dire allez, ça va être dingue, tout le monde va en parler, si on fait ça, ça va être rigolo, viens on le fait, on l'a fait, quoi. Ça c'est
Et ça marche, quoi. Des choses assez simples parfois, quoi. Dans le skate, en tout cas, ça continue à bien marcher et on sait pourquoi, quoi. C'est des choses assez primaires qu'on est content de voir, quoi. En tout cas, c'était une époque où il y a pas mal effectivement, d'activations, un programme Skate Fort à Paris, Ouais. pas mal de gens aussi qui étaient Tim était sponsors ouais. par NACSB. Et puis ensuite, en 2020, il y a eu une restructuration chez NACSB. Il y a eu deux choses, ouais. Il y a eu ça, exactement. Avec, Voilà. Daniel. Mais je pense que ça a dû être causé par l'arrivée, il me semble, de John Donao, un mec qui était à la tête de Nike, là, qui était très obsédé par le DTC et par le digital. Donc et donc, à partir de là, beaucoup de choses ont changé. Et, c'est vrai. Et toi, ton poste aussi, il a changé. Et toi, tu as préféré ensuite partir, il me semble. Exactement. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu ça qui a fait que certains de mes collègues favoris ont parti parce que ça évoluait pas dans le bon sens. Du coup, je perdais des bons copains. Hein, donc, c'était un peu moins drôle. Le fait que je fasse les autres sports, c'était il y a eu une année un peu difficile, l'année des 10 ans dont tu parles là, de Janowski. C'était en même temps le retour au tennis de Serena Williams. Donc on a fait terrain de tennis sur l'Arche de la Défense. Il y a eu en basket la venue de skateur hyper connu. Je vais pas y arriver, qui est aux Lakers maintenant. J'ai besoin d'aide sur le basket. En basket, je suis nul. Hein. On a fait à part Tony Parker. Ah ouais. C'est bon, LeBron James. LeBron James, merci. Ah, c'était LeBron James. Ouais, LeBron James. Donc on a fait une école à Saint-Ouen pour les jeunes avec un club de basket éphémère et tout ça. C'était complètement cinglé. Et je sais plus, il y avait la Ryder Cup, donc cette espèce de coupe du monde de golf qui avait lieu en région parisienne. Donc je me suis fait une année où tous les trimestres j'avais un projet gigantesque à gérer. J'en dormais plus la nuit. Et j'ai touché du doigt pour la première fois dans ma carrière un burn-out. Et j'ai fait bon, là, ça va pas, quoi. En plus, comme je disais, le skate, je suis dedans depuis tellement longtemps, c'est même ma communauté, mes potes, tout ça, ça compte. Les gens du tennis, du golf, je les connais pas, j'ai rien contre eux, mais j'ai pas d'affinité émotionnelle au truc. Me mettre dans le mal pour ça me plaisait pas, quoi. Donc, y a l'opportunité qui est arrivée en même temps de Element. Après, on n'en a pas parlé depuis le début, mais depuis très très longtemps, moi je suis dans l'outdoor, je fais du vélo, de la montagne, tout ça. Ouais. Donc, sur ton Insta, il y a beaucoup de photos où tu fais du vélo, tu te balades dans la montagne. Voilà, donc c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et du coup, voilà, quoi, c'était l'occasion d'avoir un truc. Element, depuis le début, c'est nature et skate. Tu là, allez, banco, quoi. En plus, c'était à la campagne. Voilà, le siège venait de bouger, le siège global venait de bouger des États-Unis à Saint-Jean-de-Luz. Ça fait partie d'un grand groupe où il y a DC, Quicksilver et compagnie. Donc ouais, une espèce de sécurité d'emploi mélangée avec un cadre de vie assez idyllique qui mélangeait tout. Il y avait plein de riders que je connaissais depuis très longtemps, plein d'employés que je connaissais depuis très longtemps aussi. Donc c'était le bon moment, le bon move pour moi, quoi. Ok, trop bien. Et donc tu es parti là-bas à la tête du global marketing chez Element. Est-ce que c'est des tâches qui te rappelaient un petit peu ce que tu faisais chez NACSB, chez Carhartt? Oui, c'était un peu oui, en taille, en taille d'entreprise et en gestion. Je suis parti de Carhartt, qui était une moyenne entreprise, on va dire à l'époque, qui a beaucoup grossi depuis, à Nike qui est gigantesque, et là je retombais entre les deux, quoi. Donc au point de vue fonctionnement d'entreprise, voilà, j'avais des repères, il y avait une grosse équipe encore aux États-Unis, donc je gérais ça, je savais le faire. Le change là, c'était plus l'image de la marque à l'époque, comment se repositionner, comment faire que... Voilà, donc il y avait encore un team manager aux US, une équipe marketing aux US, il y avait tout ça, quoi. Mais c'était déjà, d'un point de vue purement business, hein, désolé pour les auditeurs, le business était déjà plus important en Europe qu'aux États-Unis à cette époque-là, d'où le changement et d'où le siège qui venait de baser en Europe. D'accord. Okay. Et donc voilà, c'était le début de ce mouvement, donc c'était il y a déjà 5-6 ans. Et voilà, quoi. Et donc oui, là ça reprenait, et disons que j'avais une équipe plus large à gérer. Comment tu expliques le fait qu'il y ait une meilleur business en Europe qu'aux US? C'est quand même étrange, parce qu'en plus, surtout que la team, on se rappelle de Element, le gros Element, il y avait Naija, il y avait des Mason Silva, il y avait Evan Smith. Il y a plusieurs choix qui ont été faits différemment en Europe et aux États-Unis. Donc dans mes prédécesseurs, il y a eu Phil Lallemand et Julien Duval là, au marketing, qui ont déjà une bonne partie de l'image que vous connaissez en Europe en tout cas, et qui ont placé la marque Element
assez tôt dans un truc un peu plus qualitatif, avec beaucoup de la partie textile qui a été extrêmement développée. Alors qu'aux États-Unis, ils ont continué à pousser très fort les planches, ce qui est très bien en soi, et pas trop pousser le textile, ou en tout cas le pousser dans des versions très simples, juste des t-shirts print, des choses qui n'ont pas une grande valeur ajoutée et qui se vendaient de façon assez bon marché, on va dire. Et donc d'un coup, ça a amené la marque aux États-Unis dans un côté un peu grande distribution, alors que nous, on était encore dans... quand on allait vers des boutiques un peu plus premium en Europe, eux, ils allaient plutôt dans des grands... Vous avez su conserver le côté voilà. un peu core, un peu underground, un peu entre corps et un guillemets, peu mode. de Element. Un peu, voilà, c'est là où ils ont fait les premières collaborations avant que j'arrive avec des marques de mode et tout ça, et qui ont poussé la marque vers le haut en Europe et malheureusement aux États-Unis vers le bas, quoi. Okay. Donc voilà, c'est vraiment ce choix des trucs assez choix de distribution qui on voit ce que ça amène comme conséquence de chaque côté, quoi. Okay. Et en termes de conséquences, en 2018, Board Riders a acquis Billabong, en récupérant ainsi les marques Billabong, Element, Von Zipper, Ruka. Et puis en 2023, c'est Authentic Brand qui a racheté Board Riders et qui a cédé les droits d'exploitation de la marque à Beaumanoir, donc un groupe familial. Et comment est-ce que tu as vécu un peu cette instabilité, ce changement de propriétaire, entre guillemets? Le changement, c'est rarement agréable. T'es vraiment dans un côté toujours un peu inconfortable de savoir ce qui va se passer, tes équipes, tes trucs. Alors, il y a des bons et des mauvais côtés à tout. On était quand même assez positif parce que ces changements de propriétaire, ils viennent du fait que le groupe n'avait pas une bonne santé financière. Donc, c'est là où il fallait que ça bouge, que ça change. Sinon, c'était le risque de se retrouver au chômage. Donc, quand le groupe Beaumanoir s'est placé, tu dis, cool, une boîte française, solide. Déjà, tu as une sécurité financière qui fait, breton en plus. Breton. Le bon côté des choses de travailler avec un groupe français, c'est qu'au point de vue base, on va dire culturelle, commune, langage commun, tout ça, c'est beaucoup plus facile. On parle de la même manière. Quand M. Beaumanoir dit bleu, je vois de quel bleu il parle. Quand c'est l'Amérique, c'est encore différent. Donc le management à la française a des différents côtés. En tout cas, là, on est sur la même longueur d'onde assez facilement, quoi. Et après, eux, leur business, c'est les boutiques, le retail, quoi. Donc ouvrir plein de boutiques. Donc c'est là où nous, en tant que marque, c'est génial parce que clairement, ils nous disent dès le début, nous, on veut ouvrir des boutiques Element. Je dis, cool, quoi. C'est la première fois qu'on me dit ça, moi, dans ma carrière. Donc allons-y, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Donc, une première boutique à Nantes, il me semble. On a ouvert à Nantes. Là, on vient d'ouvrir. Donc là, on a la chance, par exemple, à Nantes, c'est un très bon exemple. Ils nous ouvrent, ils ont offert la possibilité d'avoir un lieu dans la rue Crébillon, qui est la rue la plus commerçante de Nantes, quoi. Donc forcément, on a une boutique qui marche bien pour la première fois de notre histoire. On se dit, mais c'est dingue, ça marche. Oui, tu es dans la rue commerçante. Le personnel qu'on a mis dedans, qui est formé par Beaumanoir, c'est des gens qui savent vraiment vendre. C'est des recettes qui marchent, quoi. Et tu dis, cool, ça fonctionne. Vous bénéficiez concrètement de l'expérience de Beaumanoir, du portefeuille de marque que possède aussi Beaumanoir, parce qu'il possède aussi des marques comme Bonobo, entre autres. En tout cas, ils ont un savoir-faire que nous, on n'avait pas au niveau groupe Board Rider, ou pas aussi bien, et eux, ils amènent ces compétences-là, et c'est cette force financière qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est hyper cool. Après, le côté négatif de ça, il y a plein de choses que je dois justifier, que je dois expliquer, qui sont de la culture, qui sont des choses qui sont évidentes quand tu es dans le skate ou dans la glisse depuis de nombreuses années. Et quand tu es extérieur à ça, c'est des choix. Tu te dis, mais qu'est-ce que Vincent Milou, mais quoi, il a 120 000 followers ou je sais pas combien, c'est ridicule. Pourquoi c'est votre tête d'affiche maintenant? Je dis, dans le skate, c'est énorme, vous vous rendez pas compte. Et puis heureusement, il fait bien son job. Donc avec la Street League, avec tout ça, c'est vite, ça s'impose assez vite. Mais Jaakko Janen, tu vois, c'est lunaire. Le gars, il est finlandais, il parle très peu, et c'est un magicien du skate, mais de l'extérieur, c'est pas un méga communicant, quoi. Donc, alors, comment alors, avec Vincent Milou, ça s'impose naturellement, mais sur d'autres trucs, des projets vidéo, des choses comme ça qu'on ne peut pas quantifier et expliquer que ça rapporte financièrement de l'argent. C'est de l'éducation, c'est d'expliquer. Mais après, c'était le même job que j'avais chez Nike ou chez Carhartt. C'était dans les marques non spécialisées du skate. Chez Carhartt, il y avait un peu moins à le faire parce que la culture était bien plus présente, mais chez Nike,
dans le bureau, là, on était à Saint-Ouen-le-Monde à l'époque, j'étais le seul skater pendant longtemps, quoi. Les gars, ils parlent de PSG, de machin toute la journée. Toi, t'arrives avec ton Marc Barbier ou Santiago Sasson à l'époque, et ils se regardent, ils me disent, mais de quoi tu parles, quoi? C'est quoi ton délire, quoi? Le gars, il est inconnu, il a même pas 3000 followers. Et voilà, et toi, tu sais, Paris, mais tout le monde le connaît, et tout ça. Je dis, mais montre-moi sur les papiers, là, c'est quoi? Et puis après, un jour, t'as Janowski qui vient et qui dit que Santiago Sasson, il est génial parce qu'il fait de la musique et qu'il est cool. Ben, d'un coup, tout le bureau fait « Ah ouais, d'accord, Santiago Sasson, d'accord. » Ouais, et c'est des trucs comme ça. C'est dur à expliquer, mais ouais, voilà, c'est de l'éducation. Et faire partie d'une grande corporation, t'as ce job-là, quoi. T'as un peu ton porte-étendard. Le skate, c'est génial, les gars, faites-moi confiance, quoi. C'est et un donc, peu ça. concrètement, comment tu fais? Tu présentes des diapos, tu fais des présentations, gars, tu vas leur expliquer, tu les PowerPoint. emmènes sur les spots, tu fais des stages. Il y a ça, il y a rencontrer les skateurs. Rencontrer un Vincent Milou, rencontrer un Janowski, un Coston, tu vois, les Amadars qui est dans le team, c'est génial, c'est un ambassadeur incroyable, quoi. Le gars, il est à l'aise avec tout le monde, il parle, il est génial. On parlait de Victoria, qui skate pour nous, là, qui vient du Brésil. Elle a une personnalité dingue, tu la présentes n'importe qui, bah, t'as envie d'être sa meilleure amie, quoi. Elle est super, quoi. Et ça ouvre un peu les gens, c'est une petite fenêtre sur le monde du skate, quoi. Donc, M. Beaumanoir a rencontré Vincent Milou et Victoria pas Mendoza. lui directement, mais oui, d'autres personnes. En tout cas, il voit des choses et puis c'est ultra positif. Ouais. Et on a la chance avec Element d'être une marque. On sait qu'on n'est pas une marque exclusive et on cultive notre inclusivité. Et dans ce sens-là, de dire ouais, tout le monde est venu, quoi. Tu comprends rien au skate, viens voir la démo et tu vas voir ce que c'est, quoi. Quand la dernière vidéo qu'on a fait, on a fait l'avant-première à Los Angeles dans un cinéma et le CEO de tout le groupe Boardrider est venu avec ses deux enfants. Il était jamais venu à une avant-première de skate et quand tout le monde criait tout le temps et tout ça, il disait mais c'est dingue le skate. Il m'a envoyé un message perso derrière, il dit merci de m'avoir invité, c'était complètement fou. Il a même eu sa photo dans Thrasher du coup. Il était là mais c'est dingue, c'est génial, c'est fou ce truc-là, l'énergie qu'il y a. Et ouais, mais on est quand même dans un micro-monde de skate qui est très fermé sur l'extérieur. Quoi. L'extérieur, il n'y a pas peu de portes. Alors c'est bien ou pas bien, c'est pas à moi de juger. En tout cas, les gens quand tu les fais rentrer par la bonne porte et qu'ils voient ce spectacle ou cette communauté ou ce genre de choses, ils sont là. Dingue, là pareil, la Street League qui a eu cette année, l'ambiance de la finale, les quelques boss qu'il y avait de ma boîte qui étaient là-bas, ils ont dit ah ouais quand même, ouais, c'est quelque chose. Ils se sont rendus compte à quel point le skater d'ailleurs qu'ils avaient pris au final. Ça j'ai eu la chance, ultra populaire. On a eu les deux, la vie Victor, il y avait plein de skaters qui s'étaient ramenés avec des planches Vincent Milou, des pro modèles. Moi j'ai même reçu un message en privé sur mon Insta. Il y a un gars qui me dit je peux te filer ma board et tu vas voir Vincent Milou, tu vas signer pour moi s'il te plaît. Non, ça c'est incroyable. La force de Vincent, quoi. Mais oui, il y a ça, quoi. En tout cas, ce genre de moments, on les aime ou on les aime pas, mais c'est grand moment de skate public. En tout cas, là, c'était réussi, quoi. À la Street League, et ça a bien marché, ça a marqué les esprits. Et je sais pas, si vous y étiez, on y était. On a kiffé, hein. Même si on n'est pas très compète céleste, tout ça. Pareil, c'était en France, c'était à Paris, c'était à Roland-Garros, un lieu où on voit jamais de skate, quoi. Donc de voir ce mix de normies et de skaters, c'était un mix en vrai assez intéressant à voir. Pour moi, ça reste un spectacle réussi, quoi. Je sais pas, je suis passé un bon moment. Et voilà, quoi. Donc si je le prends comme ça, moi, tu vois, c'est un spectacle, c'est pas le skate de tous les jours, c'est pas ça, mais c'est ouf, quoi. Le niveau de performance, on a parlé tout à l'heure de Sauer avec ici, là, on disait, c'est une marque, le niveau de skate, moi, c'est à l'opposé de la Street League et je trouve ça tout aussi génial, quoi. C'est des choses qui me plaisent beaucoup, quoi. Après, la SLS, est-ce que les financiers de Beaumanoir, ils ont checké les ventes de board de Vincent Milou? Oui, tout le monde regarde à quoi ça sert, quoi. Après, on est dans un monde où l'économie régit beaucoup de choses, donc il faut voir si ça marche, ce qu'on fait, quoi. Financièrement. Pas que les likes. Et est-ce que vous avez une pression sur Element du résultat, des ventes, des objectifs Une pression, je sais pas ce que tu appelles une pression, après on l'a tous, quoi. Des attentes en tout cas en termes de... Faut que ça marche, ouais. Faut que ça marche, ça veut dire que oui, il faut qu'on vende des planches, qu'on vende des vêtements pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir avancer avec la marque et même faire des choses bien et tout ça, quoi. Donc comme on dit, tu vois, prendre un Vincent Milou, le payer décemment, le faire voyager, lui faire des projets, payer des filmeurs, payer des photographes. Si je veux faire ça, il faut que Vincent Milou m'aide et le reste du team et la vidéo de ce soir et tout ça nous aide à faire vendre du matériel et des planches
pour qu'on puisse continuer à faire le projet d'après et faire des bonnes choses. Donc, c'est une pression, c'est du... Je sais pas, on est dans un SketchUp ici, c'est la même pression, quoi. On l'a tous, quoi. C'est, à un moment, il faut que ça fonctionne économiquement pour qu'on puisse faire des choses, quoi. Bien sûr. Donc avec les bons, les mauvais côtés. Et jusqu'à présent, est-ce que Element s'en sort ? On s'en sort. Le monde du skate, économiquement, il est un peu compliqué en ce moment. Beaucoup de shops sont en difficulté. Les magazines, on est à une espèce de changement de mode de consommation, que ce soit les médias ou que ce soit les skate shops eux-mêmes. Donc on est dans ce moment difficile. Nous, on a la chance depuis le début d'avoir un pied dans l'outdoor. Donc on va accélérer de ce côté-là, qui est un côté un peu opportun de se dire... il y a un peu plus de business, de possibilités de ce côté-là, mais d'un autre côté, on se dit aussi, il y a plein de skateurs maintenant qui grimpent, qui courent, qui font du vélo. Donc notre public de skate, autant quand moi j'étais jeune, ça n'existait pas. Tu faisais du skate et t'écoutais un style de musique et c'était tout. T'étais dehors si tu faisais pas autre chose. C'était très fermé. C'était très fermé. Aujourd'hui, tu vas à la salle d'escalade, il y a plein de skateurs. Tu vas, quand tu fais des événements de vélo, il y a des gars qui s'intéressent à autre chose, les skateurs aujourd'hui. Et je trouve ça génial, quoi, en tout cas de mon côté. Quoi. Il y a des gens comme Ryan Lay qui font de l'ultra-distance en vélo. Comment ils font ? Non, et autre chose aussi que j'ai remarqué, ces marques de skate-là, et tous les modèles qu'ils produisent, je les retrouvais dans les marques de fast fashion. Je suis en train de buter là sur le truc. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Y a un reality on retrouve check. souvent les mêmes choses dans la fast fashion que dans les marques de skate pure et dure. Donc comment vous faites en fait pour vous différencier Après, je vais te dire, déjà c'est dur. Ouais. De faire ça. Après, oui, tu vas... il y a quelques mois, tu allais chez Jack & Jones. J'aime pas faire la publicité pour ce genre, mais tu avais le look skate. Ouais. Et honnêtement, t'as pas de thune ou t'as pas envie de dépenser de l'argent là-dedans, t'as le droit. T'as ton look skate qui est vraiment cool, quoi. T'as un vrai baggy, un petit t-shirt un peu boxy, un sweat un peu épais. Vas-y, pour faire du skate, ça marche, quoi. C'est la réalité, quoi. Donc, comment on va faire différent ? C'est dur. Hein. Nous, le fait d'aller un peu plus dans l'outdoor, ça nous aide à faire ça. Ça nous fait des vêtements qui ont une fonction, que tu peux la mettre pour aller faire une randonnée et que va te protéger de la pluie pour de vrai, et pas que c'est un semi-machin, il faut que ça marche. Tu veux un pantalon, on dit qu'il peut être bon pour faire du skate et de l'escalade, il faut qu'il soit renforcé aux bons endroits pour pas que tu l'éclates en 2 sessions, ainsi de suite. Donc il y a une espèce de recherche de fonction qui est dans le skate, t'en as pas, c'est pas naturel de faire ça. Autant dans l'outdoor, c'est naturel, donc ça va nous aider, nous aussi, à un peu shaper nos collections de vêtements un peu différemment et qui va nous un peu nous différencier des autres marques. Et, tu vois, Carhartt, c'est le bon exemple. Ils ont leur ligne très workwear qui cartonne, qui est géniale, qui marche hyper bien, qui est hyper... tu vois, qui correspond bien à la population skate, et c'est génial, mais on peut pas faire comme eux, on a perdu d'avance, quoi. Ils sont trop forts là-dedans, donc et je suis bien placé, j'y étais pendant longtemps, donc voilà, c'est vraiment un énorme respect, ça fonctionne. Vas-y, et Polar, je parle beaucoup avec Pontus aussi, on se dit, donc il va falloir qu'on trouve notre chemin, quoi. Donc c'est essayer, et puis être différent dans le skate, c'est compliqué aussi, hein. Vous le savez bien, vous avez une boutique ici, donc je regarde Gorka, mais c'est cool de se dire, tiens, la veste, elle est dingue, mais elle est tellement dingue que personne la veut, quoi. Donc c'est cool sur Instagram, mais la vraie, personne l'achète, donc c'est un équilibre assez dur à trouver, D'accord. Et ça passe aussi par le storytelling, j'imagine, par les vidéos de skate que vous produisez, par les personnalités aussi que vous prenez dans votre team. Qui représente ça, quoi. Voilà. Et là, je reviens, c'est cool d'avoir un Vincent qui skate en chemise et en pantalon un peu plus classique, et quelqu'un comme Madars qui s'en fout complètement, si je puis dire. Victoria qui pousse un truc un peu plus du sud. C'est chacun, comme tu dis, les personnalités, ça aide un peu à mettre les choses en contexte, quoi. Mais en gros, oui... c'est l'imaginaire quand même de la marque qui fait que ta marque elle est plus ou moins sexy, quoi. À la fin, tu peux retrouver à peu près la même chose chez H&M, chez Salomon, dans une marque de luxe, chez APC ou chez nous, quoi. Voilà, quoi. L'imaginaire, c'est très important. La réalité. Et après, ça dépend si tu veux faire des marques un peu plus, on va dire, avec un point de vue sur essayer de faire des produits plus éco, plus qualitatifs, plus durables ou pas. Ça, c'est aussi des choix personnels, et nous, on pousse ça, on essaye, pour ce que ça veut dire, d'avoir des produits au maximum recyclés et recyclables, et en produits bio, quoi. Donc c'est un peu une de nos différences aussi. C'est aussi la base c'est à la base de la marque et de Johnny chez les Rêves quand il a créé Element. Justement, j'avais une question là-dessus. Vous concevez des boards, et les boards, on sait que c'est écologiquement pas très bon pour l'environnement. Il y a pire, il y a mieux. Oui, il y a pire et il y a mieux, c'est sûr.
Mais entre le transport des planches, déjà l'érable coupé pour faire les boards, le transport, les produits chimiques utilisés pour notamment la colle, le vernis aussi, enfin tout ça. Comment vous faites vous pour justement rappeler cette philosophie Et bien justement, on s'est posé dessus parce qu'on s'était dit faire des t-shirts bio, c'est facile quoi. Tu prends du coton bio, puis voilà, t'as un t-shirt bio quoi. Une planche de skate, il y a pas beaucoup la filière des gens qui fabriquent des planches de skate, elle est pas énorme quoi. C'est pas l'automobile, c'est pas machin, il y a peu d'usines dans le monde quoi. Donc on s'est associé à une marque, à un bureau d'études qui s'appelle AirCoop qui nous a aidés. Ce sont des spécialistes, on n'est pas des spécialistes de tout ça. Donc on a fait une étude de cycle de vie d'une planche, voir à quel endroit ça pollue, à quel endroit ça demande de l'énergie. Voilà. Donc c'est un énorme rapport qui est vraiment très pénible à lire. Parce que chaque point, tu peux dire la peinture par exemple, c'est bon pour, ça pollue pas l'air mais ça pollue l'eau par exemple. Donc allez, on change la peinture. Ah ouais, mais cette peinture-là, elle pollue plus l'eau, mais par contre, elle se recycle pas. Donc voilà, donc ça va assez loin. Et pour chaque élément de composition de la planche, tu décortiques exactement les impacts que ça a. Donc une fois que tu as cette étude, tu dis, changer le bois pour autre chose. Bon, alors si est-ce qu'on va prendre du bois de bambou, par exemple, ça pousse plus vite que l'érable pour revenir à ton point. Ouais, mais le problème, c'est que pour qu'il marche, il faut une colle hyper forte, ultra polluante. Du coup, tu as un transfert de pollution. Un transfert d'impact, on appelle ça. Tu dis, fausse bonne idée, quoi. Allez hop, on rétropédale, on essaie autre chose. Et donc, là, on a agi sur ceux avec qui on pouvait agir. On a eu la chance, c'est que HLC, qui fabrique nos planches, est à 30 minutes de notre bureau, côté espagnol. Eux, ils sont naturellement enclins à ça. Ils avaient déjà équipé toute leur usine en panneaux solaires, en recyclage à fond et tout, parce que le Pays Basque espagnol est un des plus restrictifs en Espagne sur les normes éco, donc ils étaient déjà bien dedans. Donc on leur dit, écoutez, là nous on veut faire cette étude, on veut travailler avec vous, on fait améliorer les choses. Comment on fait quoi ? Et puis voilà, donc ils ont laissé rentrer les ingénieurs, on a eu des discussions pendant 1 an, on a fait cette étude-là, et puis on a trouvé qu'on pouvait changer. Donc le bois, on l'a fait certifier FSC, qui est une certification qui montre que le bois, c'est pas la déforestation sauvage, mais c'est un truc qui est carré, qui est aussi contestable quelque part, mais qui, on peut aller à l'infini. De toute façon, le mieux de ne pas polluer, c'est de rien faire. Donc il y a des limites à tout ça. Qu'est-ce qu'on pouvait changer ? La colle, c'était hyper dur, c'était déjà une colle à l'eau et ça fait vraiment partie des caractéristiques techniques de la planche. Donc c'était très dur à changer sans perdre en qualité. Donc on est resté à la colle à l'eau. Il y a juste un petit additif qui n'est pas terrible mais qui n'est pas le pire non plus. Donc là, c'est un travail pour le futur. Le vernis, on est passé sur un vernis à l'eau plutôt qu'un servi à solvant aussi. Et après, le shrink wrap, le plastique qu'il y a autour, on est passé sur un film qui est végétal et qui est compostable. Et pareil, vous imaginez, quand je le dis comme ça, c'est hyper simple, mais eux, ça a changé leur chaîne de production. Le truc, il se rétractait pas bien, n'était pas assez transparent, trop fragile, pas assez fragile, voilà. Et donc, on a mis tout ça bout à bout sur les choses qu'on pouvait actionner facilement, et ça a amélioré l'impact sur le changement climatique, parce que pareil, on peut choisir les impacts sur plein de choses, mais le changement climatique, ça me paraissait plus important, de 43% par rapport à une planche normale. C'était la série de board CBN, qui était sortie il y a quelques années de ça, il y a 2 ans, à peu près. Et après, comme on travaille avec l'usine, on a dit ça, il faut que tout le monde l'utilise, quoi. Donc c'est ouvert, n'importe qui. Vous voulez faire des planches HLC, CBN, allez-y, c'est ouvert à tout le monde, quoi. La première année, on avait une pseudo-exclusivité, mais en vrai, maintenant, tous ceux qui travaillent avec HLC peuvent avoir accès à ça, quoi. L'idée, c'est de changer l'industrie petit à petit et de faire avancer des choses, quoi. Donc, et c'est des boards qui coûtent plus cher à fabriquer, non, c'est le même prix. Après, ce qu'on a retiré aussi, c'est les plis de couleur. Parce que teinter les plis de couleur, notamment le pigment en rouge, est très polluant. Donc ça, c'est enlever des choses. Donc quand tu enlèves des specs, des caractéristiques, le prix ne change pas. Donc non, elle est au même prix que les autres planches. Mais bon, tu as une déco que d'une seule couleur, donc il y a des limites de commercialité. Je veux dire, les boards, elles sont un peu moins sexy esthétiquement, quoi. Donc quand tu vois un genre de board comme on a autour de nous qui est ultra créatif, ultra beau, tu te retrouves avec des planches une couleur. Voilà, donc c'est vrai que la série de boards que j'avais vue, c'était un fond couleur bois, et bois, puis il y avait un logo Element, c'était du vert, une seule couleur. Et donc là, on a sorti 2 autres tailles, donc à chaque taille une couleur, quoi. On les continue, et puis nos planches, les pro modèles et tout ça, on est revenu un tout petit peu en arrière avec une sérigraphie, plusieurs couleurs et tout ça. Sinon, les boards, elles sortent pas des shops, et c'est quand même. C'est là où on en revient aux contraintes économiques, de dire on les fait pas pour nous, les planches, quoi. L'idée, c'est de les vendre pour pouvoir faire des projets, quoi. Bien sûr.
Qu'est-ce Ah, que... je vois ton blog, là, je vois quand une deck vegan, bah, les planches sont véganes, hein, c'est bon, ça c'est validé. C'est bon, c'est déjà fait. J'avais une autre question sur la fabrication des boards. Il y a Cape Skateboard, une marque autrichienne. Ouais. Peut-être que tu connais. Non, je connais pas. Eux, ils font des boards en matériaux composites Ouais. recyclés. Ouais. Donc avec du plastique recyclé, de la fibre de verre. Ouais, mais C'est un truc qu'ils ont développé il y a pas très longtemps, qui leur a coûté pas mal d'argent, mais qui semble fonctionner. En tout cas, moi j'ai testé. Alors, c'est pas un truc auquel vous avez pensé, ça? Si, bah, ça faisait partie de il y a une marque française qui s'appelle Trashboard, que je vous conseille de regarder, où ils utilisent du carton et du carbone recyclé de Airbus. Oui. Donc ils sont aussi à Bayonne, donc ville, voilà, donc je les ai rencontrés, c'est super, mais l'utilise quoi. Ce que tu gagnes d'un côté avec les produits recyclés, dans notre étude en tout cas de façon assez, dans ce qu'on a trouvé nous, c'est-à-dire qu'il y avait un transfert de pollution pour que la planche elle fonctionne mécaniquement, tu utilises des résines, des colles époxy, des choses comme ça, qui sont extrêmement polluants et qui viennent de l'industrie du pétrole. Donc tu dis ce que tu gagnes d'un côté, malheureusement, tu le perds. Et le bois d'érable qui vient des arbres qui poussent naturellement, qui sont envoyés chez HLC en container avec donc un pli de planche, je sais pas, ça fait, je sais pas quelle épaisseur ça fait, mais ça fait même pas 2 mm quoi. T'en mets un sacré paquet dans un container, quoi. Ça fait beaucoup de planches. Donc tu divises l'impact d'une planche par le container, le machin, tout ça, c'est rien par rapport à utiliser des produits plus polluants, quoi. Donc le bois d'érable aujourd'hui reste le mieux qu'on ait trouvé. Et après il y aura des études à faire et c'est là aussi où il faudrait trouver avec des gens spécialisés dans le bois pour trouver une essence locale qui pousse assez vite, qui a les mêmes propriétés techniques et ainsi de suite, quoi. D'accord, je vois. Bon, à voir alors. Cette idée. Non, oui, c'est toutes les alternatives et en fait, on est dans une toute petite industrie ici, comparé à, comme je disais, je parlais de l'automobile ou je sais pas, l'ameublement, des trucs comme ça, c'est ridicule le skate, quoi. Du coup, la filière, elle est pas ultra développée. Il n'y a pas des gros sujets d'études. Il y a pas tu vas dans une équipe, tu vas dans des grosses écoles d'ingénieurs. Il n'y a personne qui travaille sur le skate, quoi. Alors faire des robots pour faire des trucs automatisés, des machins, là, il y a du monde, quoi. Mais on a une petite communauté et un petit marché, donc c'est trop niche. Voilà, quoi. Encore. Donc toutes les initiatives, je connaissais pas ces gens-là. Super, quoi. Faisons de la recherche, essayons, testons, et il y a peut-être un truc génial qui va sortir de tout ça, quoi. Très bien. En parlant tout à l'heure d'activation et de manière un peu de travailler l'imaginaire de la marque, j'ai vu que vous faisiez pas mal d'activations avec des artistes locaux, avec notamment par exemple ici à Paris, là vous avez bossé avec Halfpipe. Ouais. Comment ça se passe le choix comme ça des acteurs locaux? Eh ben, le choix, soit local ou international, hein, on veut que ça ait du sens, déjà. C'est la base, hein, c'est qu'il faut on va pas... Alors des fois, oui, on fabrique, hein, c'est du marketing, on cherche le sens, on essaie de créer le sens. Quand on a travaillé avec Ralph Lauren pour parler d'autres choses, de mode, tu vois, on se dit, on est chaud de travailler avec vous, c'est génial votre marque, mais bon, le luxe, c'est pas trop nous, quoi. Donc on a travaillé avec la branche plus familiale de Ralph Lauren, on a fait un skate camp. Et là, Halfpipe Records, on kiffe tous la musique. Eux, ils sont du skate, c'est naturel. Ils avaient besoin d'un coup de main pour faire leur tournée. Nous, c'est du marketing, de la visibilité. Ils parlent à un public à qui on ne parle pas forcément. Ils parlent autant des skateurs qu'à des non-skateurs, je pense. Ou même peut-être plus à des non-skateurs, j'en sais rien. Mais voilà, on s'est entendu, on s'est vu, on s'est bien entendu. Et puis voilà, quoi. Et donc il y a un côté ultra humain, hein, quand il faut vous imaginer qu'un projet de collaboration, de produit, comme ça prend facilement 6 mois, 1 an. Donc... c'est beaucoup de meetings, on passe beaucoup de temps ensemble, donc t'as pas envie de te lancer dans des projets comme ça avec des gens que t'aimes pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc c'est assez, y a un côté ultra humain de se dire, vas-y, ça a l'air cool, vas-y, on fait un truc ensemble, ça va être génial. Et des fois on trouve, des fois on trouve pas, des fois ça prend, je sais pas, plusieurs années avant que le sujet juste tombe et qu'il soit là, quoi. Donc, Et est-ce qu'il y a une prochaine collaboration à venir bientôt? Il y a un truc à leak là? Ouais, il y a une collaboration qui va plutôt côté outdoor cette fois-ci. C'est la deuxième vague, une collaboration avec une marque française d'outdoor. Ouais. Donc si vous cherchez un peu, vous pouvez trouver. Voilà. Qui est en lien avec ce dont on a parlé avant et qui a encore beaucoup de sens parce que on s'est bien entendu, on s'est ultra bien entendu avec leurs athlètes et vice versa. Et voilà, c'était un super projet, donc on est content de faire très très heureux de faire une deuxième vague. Génial. C'est vrai que là, l'outdoor, hein, c'est très une grosse trend là, même la mode aussi du vêtement, de la sape. Ouais.
le corpcore là, Ouais. ça vient très très fort. Hein. Ouais, ça North reste, Face ça qui fait se un met à petit faire des chaussures moment. Tout le de monde, marche, ça marche. Salomon qui marche vachement. Ouais, puis c'est dans les deux sens. Village C'est là, PM. Village PM, nous, on était tellement contents de découvrir Village PM. On connaît Bram, qui skatait pour Carhartt depuis longtemps, du coup. Et avec Basile, et les deux, on a vu leurs chaussures, on la trouve trop belle. On se dit, enfin, une silhouette vraiment différente qui sort du lot dans le monde du footwear en skate, quoi. C'est génial, quoi. Et c'est très beau, et ça marche dans la mode, ça marche en skate. De toute façon, les succès qu'il y a eu dans le skate, ça venait généralement, c'est quand les choses, je pense à Supra à un moment, même on n'aime pas à l'époque, mais c'est quand c'est allé plus loin que le skate, quoi. Donc, commercialement. Et ça, c'est un truc bizarrement, j'ai remarqué que les skateurs aiment pas trop. Quand une marque sort de son giron que skate et qui va s'adresser à un grand public, en général, les skateurs, ils kiffent moins. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça arrive souvent. On est dans une phase où c'est encore plus marques. exacerbé en ce moment. Ouais. Je m'en rends compte. Hein. Je comprends, il y a un côté protectionniste peut-être de notre communauté, de notre petite histoire du skate, et je le dis souvent, quoi, c'est ton spot de skate, t'as envie de le partager avec ton meilleur pote, mais t'as pas envie que ton voisin que tu connais à peine il le découvre, quoi, tu vois, c'est un peu ce truc là, quoi. On est dans ce moment-là, quoi. Et après, aujourd'hui, les skateurs, ils veulent de moins en moins ressembler à des skateurs, donc c'est pour ça que les skate shops ont des problèmes à survivre aussi, quoi. Et puis, sans que ce soit la faute des skateurs ou de personnes, on a tous des habitudes de consommation différentes aujourd'hui, et ça mène à toutes ces questions compliquées, quoi. Je vois. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre aussi? On a parlé pas mal de Vincent Milou. Comment ça s'est fait? Savoir, Vincent Milou, ouais, comment ça s'est fait exactement? Parce qu'il y avait une grosse rumeur comme quoi il aurait été, comment dire, il devait skater pour Girl à une époque. Ouais, il tournait beaucoup avec Sean Malto, tout ça. Exactement. Puis finalement, il a skaté pour Element. Donc comment est-ce que vous êtes connecté avec lui? Comment vous l'avez convaincu aussi de skater pour Element? C'est lui qui a choisi, je sais pas si on a convaincu quoi que ce soit. Vous avez dit, je suis un très très mauvais commercial, donc je pense pas que j'ai fait ça bien. Mais avec Phil Sveissen et Alexandre Deron, qui était le team manager, encore marketing manager pendant très longtemps, on connaît Vincent depuis très longtemps. Donc on se parlait déjà depuis longtemps, on se voit, il habite dans la région. Donc on se voyait, on parlait. Et finalement, je pense qu'il a fait pencher la balance en la faveur d'Element, c'est que y a une question d'un peu de valeur humaine assez profonde qu'on partage avec Vincent, et que la marque partage avec Vincent, et vice versa. Et ça, c'est assez naturel de le faire, quoi. En tout cas, c'est la meilleure réponse que j'ai. C'est oui, il y a une bonne adéquation sur notre vision du skate, de nos valeurs humaines, en tout cas à ce moment-là, quoi. Okay. Tu vois, Vincent, vous le connaissez, vous l'avez vu, il n'est pas là à promouvoir la tease et la déglingue et tout ça. Element, on a fait ça, c'est pas notre truc non plus. On a un truc très positif dans le skate qu'il a lui naturellement, ce qui fait qu'il est assez populaire. Hein. Donc on peut le voir de façon négative, mais d'avoir quelqu'un qui est positif, moi, je trouve que ça fait du bien au skate, quoi. On est quand même on est entouré de trucs assez négatifs naturellement. Donc, peut-être l'idée aussi, déjà qu'il soit... et localement, que ce soit localement, que ce soit que les bureaux de Element soient dans un coin où sa famille habite. Ouais, et puis il y a le surf aussi, c'est pareil bête, mais tu vois, ça ouvre des opportunités. Nous, on est un peu plus sécurisé de se faire équiper en surf par Quicksilver, qui est donc dans le même groupe que nous. Donc du coup, hop, il a ses combis, machin. Là, la planche de cette saison, c'est avec un surfeur légendaire qu'il connaît. Donc on a fait une photo du surfeur légendaire. Il a rencontré le surfeur en question. C'est des choses qui est assez cool dans un groupe où il y a tout ça, quoi, qui existe. C'est des opportunités que Girl, il aurait eu d'autres opportunités. C'est les US, c'est autre chose, mais bon, qui sont plus proches de son cœur, j'ai l'impression. Donc on est content avec ça, nous. Bon, super. En tout cas, c'est un super choix d'avoir pris Vincent Milou. Nous, on kiffe. Hein. Nous, on est hyper contents. C'est une super collaboration, quoi. Et alors, en termes de team, comment est-ce que vous construisez une team? Est-ce qu'il y a une réflexion genre en amont de la direction que vous voulez donner au team, des personnalités que vous souhaitez avoir? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière ça, ou est-ce que c'est au fil de l'eau comme ça, alors, c'est un peu des opportunités? J'ai envie de te dire, qu'il y a une partie de moi, boss marketing, qui va me dire ah là là, on fait pas un super business en Angleterre, il nous faudrait un super skater anglais. Là, pour l'instant, on n'a pas rencontré ce skater anglais qui on s'entend bien. Donc, il n'y a pas de skater anglais dans le team. C'est con, mais bon, voilà, c'est un peu la réalité. Et après, il y a des choses
voilà, là, on a un Team France qui s'est développé d'un coup hyper important, quoi, des Français dans le team qui s'est développé parce qu'il y a Vincent qui est arrivé avec son énergie, avec des gens, avec Rave tristement qui a disparu. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais après, dans le style de skater, on est complètement sorti des skateurs de compétition, pure performance. Naija, voilà, il y en a eu de. C'est du passé, ça, c'est fini. C'est du passé et ça s'est fait naturellement parce c'était le moment où il voulait créer sa marque et tout. Donc, tant mieux pour lui, mais nous, on était aussi contents de dire voilà, on meurt pas d'envie d'être associé à des monsters, voilà, qu'on essaye de promouvoir une pratique inclusive et tout ça. On n'est pas. Voilà. Donc il faut que les gens suivent ce profil-là et Vincent ou les nouveaux gars qui sont dans le team, ils ont un peu ça en eux, quoi. Donc ça reste, voilà. Parler de stratégie, c'est dur, mais c'est un peu. Donc c'est quoi le profil Est-ce qu'il y a un profil du skater idéal? Déjà, faut pas qu'il ait de marque de sponsor énergisante qui le suivent, quoi. Oui, même pas. Tu vois, si tu fais ça intelligent, il y a Madars, il fait ça intelligemment avec Red Bull depuis longtemps. Il fait un super show qui est génial. Où il va visiter les skateurs du monde entier, c'est dur, mais oui, l'argent des énergisants permettent de faire des choses cool parfois, donc faut pas non plus, voilà quoi. Mais en attendant, oui, comment c'est mis en valeur, comment c'est mis en avant et tout ça, c'est voilà, il faut être intelligent par rapport à ça. Donc ouais, le profil idéal, aujourd'hui, si t'es un skateur et que tu fais de l'outdoor, appelle-nous, quoi. Ça c'est super. Bien, vous savez quoi faire dans le chat. Tu vas recevoir des CV de mecs clairement, quoi. Qui sont mis à l'outdoor depuis. Mais voilà, non, il y a ce côté hyper, ouais, des gens positif, quoi, tu vois, on sait qu'on n'est pas la nouvelle marque cool à la mode, donc on se voit un peu comme une marque un peu grande sœur du skate et que voilà, quoi, on veut des gens qui sont là, qui ont envie de faire partager la passion du skate et voilà, quoi. Effectivement, c'est dur de gérer dans le skate, en fait. C'est comme il s'appelle, Mike Carroll, il disait dans une interview Jenken, là, les 20 ans, la malédiction des 20 ans. Ouais, j'aime bien ces 20 ans, je crois que Jérémy Daclin, il avait parlé avec cliché des 10 ans. Ouais. Et moi, j'ai tendance à croire que maintenant, c'est passé à 3 ans, quoi, avec Instagram. Tu regardes des marques, je dis, j'aime beaucoup ces nouvelles marques qui sortent, mais il y en a, au bout de 3 ans... T'es dépassé. Ouais, ou à disparaître, quoi. Oui. Et ça a à voir avec le business du skate, avec les envies des gens et tout ça, quoi, et les communautés du skate en général, quoi. Mais comment on fait pour justement rester à la page, entre guillemets, avec... Moi, c'est faire beaucoup confiance aux gens qui sont plus jeunes, déjà. J'ai Phil Sveissen, là, qui est notre core marketing manager. Et c'est lui voilà, donc je lui fais 100% confiance sur la partie team skate, vidéo et tout ça. C'est lui, quoi. Moi, j'approche les 50 ans. Voilà, bien sûr, je suis pas à la mode dans le skate, quoi. Évidemment, j'ai une autre histoire, j'ai le recul pour juger certaines choses, mais ce qui est cool ou pas cool, à l'échelle de ma vie, il y a des modes qui vont durer. Tu vois, j'ai eu un de tes vendeurs qui a un truc punk and new, hyper cool. Je vais jamais m'habiller comme ça et j'espère pour eux que ça va évoluer vers quelque chose, mais est-ce que ça sera à la mode dans 6 mois? C'est dur, c'est tellement typé. Voilà, c'est des choses un peu, est-ce que c'est éphémère, mais c'est hyper beau que ça soit éphémère, hein. Je suis pas contre tout ça, quoi. Alors comment faire durer, c'est dur, faut un peu devenir un classique, faut se renouveler, faut faire confiance aux jeunes, faut écouter, faut faire des erreurs aussi et puis corriger. Et puis à un moment ça va devoir passer la main aussi, hein. Moi ça fait longtemps que je suis dans le biz. Ça m'arrive régulièrement de dire putain, mais qu'est-ce que je fais là encore, quoi. Quand les skateurs ils commencent à me dire monsieur, je suis là, wow, dur, quoi. Ça c'est un truc, dès que tu passes les 30 ans, ça arrive au job, les mêmes monsieur plusieurs fois. Ouais, vous connaissez tous Auguste Bouzna, quand j'étais chez Nike, et je sais pas, je n'en ai jamais parlé, on se connaît pas si bien. Anecdote. Mais ouais, non, c'est rien, c'est juste, j'ai senti dans ses yeux quand il me parlait qu'il parlait à son daron, quoi. C'était vraiment, j'étais là, ah ouais, bon ouais, on sera pas potes, quoi. Alors que jusque-là, j'étais de la même génération que les gens avec qui je travaillais, quoi. On parlait de Julien Bachelier, Hugo Liard, on est à peu près tous le même âge, donc on était vraiment en phase. Et moi, j'ai pas ce truc-là, quoi. La connexion avec les tout jeunes, les TikTok, tout ça, là, ça y est, ça me passe par-dessus la tête, quoi. J'ai un enfant, machin, je pense à autre chose, quoi. Et c'est très bien. Et j'avais pas envie que mes parents kiffent ce que je kiffais à l'époque, donc tout va bien. C'est un truc que tu acceptes. Oui, t'es pas en train de t'accrocher. Non, j'aime bien comprendre, mais non, j'essaie de comprendre à la page, ce qui fait à tout prix. Voilà, j'essaie de m'entourer des gens qui comprennent ce que c'est être à la page. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Okay.
cas, je suis content que les jeunes prennent les rênes et prennent des choses et kiffent eux aussi, quoi. J'ai passé un super bon moment moi, dans ma carrière, donc j'ai envie que les gens, à leur tour, quoi. Trop bien. Autre question là, donc aujourd'hui tu es à Paris pour l'AVP de la vidéo donc Search, je l'ai bien dit là. Tu l'as. En quoi va consister cette vidéo? À quoi on peut s'attendre en termes de tricks, de mood? Est-ce qu'il y a une thématique particulière sur la vidéo? Je ne sais pas si vous connaissez, il est plus connu en Angleterre, Jim Craven, qui est un réalisateur de vidéos de skate anglais de Manchester, qui a fait ces super vidéos qui nous ont beaucoup parlé à Element, où il filme vachement dans la nature. C'est des gros projets. Le dernier film qu'il a fait, c'était avec nous et le magazine Grey en Angleterre. Il avait spoté, donc c'est un gars qui passe des semaines sur Google Maps et Google Earth à chercher des spots incroyables. Et donc il avait spoté là à l'époque une île près de l'île de Malte qui s'appelle Gozo, donc vous pouvez regarder. Le film s'appelle Gozo, il est toujours sur le YouTube de Grey. Et il avait trouvé ces courbes naturelles, il fait ce genre de projet. Et donc quand on s'est dit, nous ça faisait... Quand on a commencé à parler avec lui, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait sorti ESP2, qui a été un bon succès, quoi. En tout cas à mes yeux une bonne vidéo, et puis les gens étaient contents a priori, donc on continue. On dit allez, notre prochaine grosse vidéo, qu'est-ce que c'est? On peut pas faire la même recette à l'infini. Et on venait de faire le projet Gozo avec lui, on s'est dit tiens, c'est peut-être pas mal. Donc on a travaillé avec lui, et l'idée c'était d'aller un peu chercher des spots dans la nature, parce que on continue sur notre ligne directrice de nature et skateboard. Et donc, on a travaillé sur un concept avec lui où vous pouvez vous attendre à de la nature et du skate, quoi. Trop bien. Voilà. Et donc, quand on parle de skate, des fois, ce qui était dans la nature, tu te retrouves avec des spots un peu moyens, des tricks un peu moyens, parce que c'est déjà dur d'arriver jusque-là. Le spot est loin d'être parfait. Mais bon, voilà, donc on a mixé ça avec. Ça rappelle un petit peu la vidéo Nature Calls aussi. Ouais, c'était tourné dans les Alpes. Dans les Pyrénées, les Alpes, tout ça, c'était pendant le Covid, là, quand on ne pouvait pas voyager, c'est Phil qui a commencé ce projet. Et l'idée c'était d'un peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qu'on peut aller skater quand t'as pas le droit de voyager à moins de. Qui était vraiment chaud, mais pour le coup j'avais adoré cette vidéo. Tant mieux, c'est des trucs qui. On a de la chance d'avoir des filles, des gens comme ça, c'est tellement en phase avec la marque que tu dis c'est cool, quoi. C'est vraiment exactement ce qu'on veut qu'on veut partager avec les gens, quoi, qu'on veut donner envie aux gens de faire aussi, quoi. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai un petit village, ce qui était un ditch pourri dans la garrigue, ça m'est arrivé plein de fois, quoi. Et tu sais pas pourquoi là, t'es avec tes 3 potes, avec ton balai, et avec Mathias Thomer aussi, on s'est abonné à pas mal de recherches de bassins perdus autour de Shell et tout ça, les balayer pendant des heures pour faire un kickflip faki dégueulasse. Mais bon, toute l'histoire est géniale. Le soir, tu rentres de chez toi, t'as la même fatigue que quand t'es allé faire une randonnée ou du ski, et tu dis, c'est une sensation que moi j'aime bien, quoi. Génial. Donc on a envie de partager ça. J'ai hâte de voir ça. Et pourquoi c'est important pour toi et pour Element de continuer à sortir des projets, des full-length vidéos aujourd'hui, alors que avec la profusion de vidéos qui sort c'est une bonne question, et du coup sur Insta, tout ça, j'ai réfléchi un peu là. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Pour nous, oui. Le fait de forcer les gens à s'asseoir, de regarder une vidéo pendant 35 minutes, et oui, elle va faire 35 minutes la vidéo. On trouve ça bien de un peu rentrer dans un sujet. Là, sur la vidéo, on a retravaillé avec Halfpipe Records sur la musique, donc réfléchir à des musiques, des choses qui te mettent dans une ambiance. Le consommable hyper rapide, comme tu dis, il y en a assez, quoi. Donc, déjà, au point de vue envie, nous, personnel, on n'a pas envie de faire ça parce que il y en a bien assez. On le fait nous-mêmes pour les projets un peu éphémères ou rapides. Donc, se poser, réfléchir, aller un peu plus loin, pousser des concepts. Ça nous parle, quoi. Ça fait partie de cette essence du skate quelque part, quoi. Des clips de tricks à la chaîne et tout ça, il y en a bien assez, et on en produit aussi, hein, mais il y en a naturellement. Donc se poser sur un projet plus long, plus réfléchi, on trouve que ça apporte un peu de l'âme à ce qu'on fait. En tout cas, c'est ce qui nous parle, quoi. Un message un peu plus profond, si je peux dire. Voilà. Donc ça nous plaît, et pour info, la vidéo d'avant qui était aussi assez longue, là on est passé il n'y a pas longtemps les 2 millions de vues, donc on se dit que finalement il y a un public, quoi. Les 2 millions de vues, moi j'en reviens pas, hein. Je vous le dis clairement, quoi. C'est énerve, 2 millions. J'avais pas vu qu'elle avait fait ESP2, 2 millions, on était là, mais c'est dingue, et ça continue à croître, ça fait que c'est des... Non, moi j'ai beaucoup poncé les versions RAW. Ouais. Sans montage. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est tu vois tous les essais des skateurs et tout. Donc ça c'est l'autre partie, si je peux parler de stratégie, tu disais. On fait la vraie vidéo, mais bon,
pendant le temps où on a fait ces vidéos, on a fait des photos qu'on va utiliser pendant 1 an ou 2 ans. On a les hero clips qui vont venir après, dans quelques mois, et qui sont aussi géniaux, quoi. C'est cool, c'est behind the scene. Ça n'existait pas quand on était plus jeune, et c'est un truc qui est apparu récemment, et c'est une autre vision sur la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des interviews qui vont sortir, il y a des articles en Trasher, ça prend plein de formes, quoi. Et c'est pas que la vidéo. Sur un gros projet comme ça, c'est pas un objet unique, quoi. C'est tout un écosystème de création de contenu et d'histoires, de trucs qui viennent autour de ça, quoi. Et tout ça, c'est réfléchi en amont, tout ça. Il y a une idée un peu directrice en amont. Après, on n'est pas des fins stratèges, on va pas te mentir. On fait quand même pas mal de choses parce qu'on a le gut feeling et on sait qu'on fait pas trop de bêtises, mais qu'on va plus ou moins dans la direction qu'on veut aller, quoi. En tout cas, on arrive bien à saisir où on veut pas aller et ce qui nous déplaît, ce qui nous résonne pas avec ce qu'on a envie de faire, que ce soit avec la marque ou nous-mêmes. Après, voilà, quand tu fais une vidéo, il se passe tellement de choses. Le projet, il change 10 fois de forme. Toujours des galères, un gars qui se fait mal, un avion qui est raté, un machin, et putain, ça bouge, quoi. Tu te prends une semaine de mauvais temps, t'arrives dans un spot, une semaine de mauvais temps, bon bah allez, ça va être une part filmée sous la pluie, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre aussi? J'ai perdu le fil là. Non, je vois un petit commentaire sur Bam, là, c'est cool, là, il est toujours là, Bam, il est toujours quelque Bam part. Margera, qui était revenu à un moment donné chez Element, qui avait filmé des images à Barcelone, qui était vraiment chambé, qui était en mode je vais perdre du poids et je vais reprendre le skate à fond. Voilà, il a l'air de s'y remettre un peu plus sérieusement, il a l'air plutôt en forme et tout ça. Les images que j'ai vues, je suis pas en contact avec lui, la marque est pas en contact avec lui. C'est sympa d'avoir un petit gastrique de Bam Margera là. Que Madars qui est en contact avec lui, il a sorti une board avec Zero il y a pas longtemps, là, je crois. C'est vrai, mais il sort des collaborations avec tout le monde. Ouais, il a raison, quoi, tu vois, il faut le faire. C'est marrant, quoi. Mais non, un gastrique ou quoi, une reconnexion avec Bam, c'est... Encore une fois, là, il y a un truc un peu naturel qui se passe. S'il avait été là, on était dans une ville où il était là et il a skaté avec nous, on l'aurait bien sûr qu'il aurait été bienvenu. Et qui que ce soit du team, des anciens et tout ça, c'est génial, quoi. Tu vois, là, c'est dans cette vidéo-là, on n'a pas de trick de Donny Barley, mais dans la précédente, il y en avait. Parce qu'on avait fait plein de voyages avec lui, ça s'était passé comme ça. Il y a des choses... Après, faire un effort pour amener un BAM quand tu as des jeunes dans le team, tu dis, voilà, c'est temps de... Voilà, on passe le flambeau, quoi. On est là pour pousser les jeunes, quoi. On avait repéré sur une affiche d'un event, c'est ça que je voulais retrouver, à Humlen Garden, un event Eva... Stockholm, tu peux dire. Stockholm, j'aime bien le nom, ça sonne trop bien, Humlen Garden. On dirait un meuble Ikea. Un event Eva Element, et sur l'affiche on avait repéré 2 noms de skateurs là, Léo Cholet et Alexis Lacroix. Est-ce que c'est les prochains skateurs à débarquer dans le team? Ce que j'ai dit tout à l'heure, tristement, Rave a fermé, je crois que c'est il y a 1 an et demi ou 2 ans là maintenant, et donc on était assez proche de la marque pour différentes raisons, et donc Léo se retrouvait sans sponsor de board. C'était un moment où on prenait Milou dans le team qui s'entend bien avec lui. Donc voilà, donc on lui a offert une petite place pour l'instant. Et voilà, là, pas de chance sur cette vidéo. Il est arrivé dans le team et il s'est blessé et tout ça. Donc il n'aura pas d'image dans la vidéo, mais ce n'est que partie remise et on aimerait bien bientôt faire quelque chose, quoi. Et pour Alexis Lacroix, là aussi, des choses naturelles se sont passées. Comment vous êtes connecté avec lui? Je crois que c'est Phil et Madars qui étaient un peu en contact avec lui. Le courant a bien passé. Ça fait partie de ces personnages avec qui pareil, qui représentent bien la marque naturellement, quoi, qui sont en phase. Et je crois qu'ils ont fait un premier trip pour tester. Ça a ultra accroché avec toute l'équipe. Comme avant que Vincent rentre dans le team, il y a tout le team global qui était là pour le Quicksilver Festival il y a 2 ans. Ils sont allés skater avec son parc. Ils ont passé une super après-midi, super soirée ensemble avec tout le team. Et je pense ça aussi, pour revenir à ta question tout à l'heure sur Milou, ça fait que... faut s'imaginer, quoi, ces voyages d'1 semaine, 2 semaines, c'est 24 sur 24 avec les mêmes personnes. Si tu t'entends pas... il faut que ça colle. Il faut que ça colle. Et là, c'est des gens avec qui ça a collé, donc ça roule, quoi. Donc on espère faire plein de choses souvent, avec eux, il y a des petites rencontres plus ou moins informelles pour voir un petit peu si... ça se fait carrément, quoi. C'est pour ça que tu as eu Vincent avec des boards girls, tu pars en trip avec eux, tu essayes. Quand tu es au niveau de notoriété et de professionnalisme dans le skate,
Ben, tu vois, c'est comme, je sais pas quoi, c'est comme faire un stage un peu avant de rentrer dans une entreprise, quoi. Tu testes. C'est la période d'essai, quoi. Avant Période de signer d'essai, le CDI. et ouais, c'est ça, c'est exactement une période d'essai où tu testes, tu apprends à te connaître, tu flirtes un peu, quoi. Soit tu conclus pas. Génial. Et après l'AVP, la vidéo sera diffusée sur votre chaîne? Ouais. Non, on fait un lancement avec Trasher qui nous a suivi Trasher. pas mal sur cette aventure-là et elle sort normalement le 9 février ou le 16, on est encore en... Mais ouais, début février, quoi. Première quinzaine de février, elle devrait sortir sur Trasher. Ok. Voilà, là on a une tournée d'avant-première parce qu'après on part à Berlin, Manchester et après on fait plein de petites avant-premières locales. Voilà, on est à la queue leu avec nos amis de Carhartt justement. Donc, Génial, oui, c'est vrai on qu'ils se ont aussi suit. leur vidéo. hâte de Ils voir ont fait ça. une AVP, c'était Ouais. hier ou avant-hier. Avant-hier, ouais. Trop bien. Ouais. Génial. Et bah c'est pas mal tout ça. Hein. Ouais. Moi j'ai toutes mes questions auxquelles tu as répondu, c'est super. Ouais. C'est topissime. T'as des publics, Peut-être demander au chat si vous avez des questions à poser à Bertrand. des skateurs n'hésitez pas, Je vois la dernière là, je la lis ici. Des skateurs qui ont décliné Element. Ouais, il y en a plein, ouais. Après, c'est des moments dans une vie, dans une carrière d'un skateur où c'est pas le moment, c'est pas le truc. Des gens avec qui on s'entend hyper bien. Des gens avec qui un mois plus tôt ça l'aurait fait, et puis d'un coup ils ont accepté autre chose. Donc ouais, il y a plein de raisons. Et puis après, on se voile pas la face. On est pas la marque la plus hype, quoi. Puis des gens qui partent faire aussi, qui ont des projets perso, quoi. Qui veulent lancer leur marque. Je parlais de Naija, Cookie là, qui était pour nous, qui a monté sa marque avec ses potes. C'est vrai, Cookie était chez vous, C'était Chris Colbourn. Chris Colbourn, on voulait pousser un moment un peu plus fort avec lui. Il nous a dit ouais, c'est cool les gars, mais avec mes potes là, c'est le moment qu'on crée notre marque. Génial, quoi. Tu vois, Du moi, coup, je ils ont suis fait hyper Wobble, content. Ouais, c'est ça Wobble, ouais, qui a Wobble. lancé. Et, Qui s'est arrêté. Qui s'est arrêté aussi. Et des fois, c'est Très bon choix, bravo Chris Colbourn. Ouais, après il a pas eu de bol. Hein. C'est le Covid qui est tombé au milieu de tout ça, des trucs. C'est pas de chance, mais moi je trouve ça hyper honorable parce que comme j'ai les nouvelles marques de skate, je trouve ça génial. Moi ça m'intéresse beaucoup. Tu vois ça d'un bon oeil, toi, ouais, qui est, j'adore, quoi. J'ai l'impression nous, quand on fait le podcast tous les vendredis ici, quasiment chaque semaine il y a un pro qui lance sa marque de board. Après, là dernièrement c'était HC Pedal qui a transformé son label en compagnie de skate. Ouais, après, tout dépend comment c'est fait, quoi. Tu vois, il y a des choses géniales, des choses médiocres. Il y a tout. Hein. C'est depuis toujours dans le skate. Mais voilà, les gens me parlent souvent de limousine, de trucs comme ça. Je dis, mais c'est super, quoi. J'adore. J'ai envie de voir ça. J'ai envie que ça continue à bouger, être créatif. C'est quoi, voilà. On est en tant que petite industrie, on a une liberté que des fois on réalise pas vraiment, quoi. C'est n'importe qui, tu veux chez HLC, tu peux faire 50 ou 100 boards, tu peux lancer ta marque. Si tu as une idée d'un concept génial, vas-y, feu, quoi. Autre question de Romain Van Herp, 4728. Comment le projet vidéo entre Madars Apps et Yves Marchlon s'est fait? Eh ben, donc c'est une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu passer, que Yves et Madars ont fait ensemble, qui était super. Donc Yves, c'est on l'a vu au PSSF. Ouais. Exactement. Donc, Yves était le filmeur historique de marque en Europe. Justement, j'ai parlé de Rise Up qui va. Non, j'aurais peut-être parlé. C'était peut-être off tout à l'heure qu'on en a parlé. Ouais. Donc cette année, c'est les 20 ans de Rise Up, la vidéo européenne de skate d'Element, la première grosse vidéo avec Michael Macrod et toute l'époque, ça, que je vous conseille d'aller revoir parce que les tricks sont quand même toujours assez hallucinants. Et donc depuis cette époque-là, Yves et Madars sont restés en contact. Yves, en tout cas, a une autre carrière maintenant et il filme des documentaires et tout ça. Et ils sont revus avec Madars pour... voilà, ils disaient c'est cool, on est trop bien rigolé, il faut qu'on refasse un projet ensemble. Et Madars, qui est assez mature dans sa carrière aussi, a dit vas-y, mais on fait pas... Voilà, il voulait pas vraiment faire un film de skate, donc... il y a ce film qui est sorti où ils ont fait vraiment ça de leur côté. On les a juste soutenus sur le lancement. Et c'est un film où, point de vue technique, et pour ceux à qui ça parle, c'est filmé en 16 mm, donc en pellicule, ce qui coûte très cher et qui limite le nombre d'essais quand tu fais des tricks. Mais surtout, plus important que ça, c'est un film où Madars se livre vraiment et donne un peu... pour une fois, c'est pas le Madars rigolo, quoi. C'est le Madars qui parle un peu de ses sentiments, de sa vie privée, de tout ça. Et j'encourage tout le monde à aller le voir parce que c'est moi, je trouve un beau film, quoi. Et encore une fois, j'ai de la chance, c'est des gens qui font des productions comme ça où la marque a rien à voir, mais c'est tellement en phase avec ce que veut représenter Element que c'était naturel de le pousser, quoi. Trop bien, génial. La vidéo, on peut la retrouver sur la chaîne. Elle est sur notre chaîne YouTube. On l'a lancé avec Free, donc Free et Element. Ouais. Free Element, ok.
Les amis, allez-y, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bertrand Tréchet est tout à vous. Après, c'est un chat un peu de vieux, hein, donc ils prennent un petit peu de temps à écrire les messages. Attends, c'est quoi qui touche moi Peut-être Element, remonter. c'est quoi celle-ci là TN, il n'y a pas un mouvement de rejet de grosses majeures de skate qui touche moins Element quand une image proche de la nature, mais est-ce que ça va durer? Alors, il y a deux choses dans la question là, je trouve. Les petites marques de skate, comme je disais, on adore tous ça. Hein. T'as tous la petite marque que tu as l'impression d'avoir découvert, c'est comme un peu le morceau de musique que tu as découvert. C'est génial, quoi. T'as un peu un petit truc précieux là, qui est que à toi, quoi. Et donc que tu partages qu'avec tes potes qui savent, et c'est cool. Ça, c'est génial, quoi. Moi, je suis le premier à trouver ça beau, les petits labels, les petites marques et tout ça. Après, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est éphémère, quoi. Et le problème, c'est que la petite marque des trois potes qui font leur truc, qui filment, leur pote c'est le filmeur, machin, au bout de 5 ans, voilà. Et du coup, est-ce que ça a besoin de vivre plus longtemps? Je sais pas, c'est comme les 2-3 premiers albums d'un groupe qui sortent, qui sont géniaux, et puis après, au final, ça s'étiole un peu avec le temps, comme ça. Ou soit des fois ça explose et ça touche un public plus large, normie, et voilà. Du coup on trouve la marque ouais, voilà. moins pertinente. Alors, nous, notre vision, c'est qu'on aimerait bien qu'on soit notre vision de ce côté-là, c'est en tout cas d'être un classique, une bonne marque classique, quoi, un Levi's ou un Patagonia du skate, quoi. Où tu dis, ouais, il y a des projets cool qui sortent de temps en temps, hyper frais, avec des collaborations, et puis tu trouves toujours ta board classique, la board de la section avec notre logo. Ouais, tu es toujours content de l'avoir, comme tu es content de voir une Baker avec le logo Baker, comme tu es content de voir une Reel avec le logo Reel. Ouais, justement, il y a des marques comme ça, classiques entre guillemets, qui vous inspirent, vous, là, dans leur longévité, dans ce qu'ils font aussi. J'ai Baker, ils sont hyper forts quand même de ce côté-là. Il reste, ça y est, la marque elle a plus de 10 ans, j'imagine, largement, et ça reste toujours à jour, quoi. Reel, c'est notre marque qui existe, et puis dans les marques plus jeunes, Weekend, Polar, c'est des marques, ouais, je suis toujours content je suis toujours curieux de voir quand il y a quelque chose qui sort, je suis toujours un peu excité, quoi. C'est un peu un truc, qu'est-ce qu'ils ont produit cette fois-ci, quoi. Où on parlait de Sauer tout à l'heure, qui est un peu plus confidentiel, c'est pareil, ils ont dû passer les 10 ans eux aussi. Et pas tant par la production, mais par le niveau de skate. Moi, voilà, on trouve des choses. Et puis cette année, je suis allé, j'ai fait pas mal de festivals culture skate. Et j'ai vu plein de vidéos géniales qui sont pas affiliées à des marques, qui sont des projets ovnis, et c'est tellement rafraîchissant, quoi. Génial. Donc j'encourage tous les gens à aller voir ces festivals de skate, quoi. C'est pas du marketing, c'est des gens passionnés qui font des trucs, et c'est super, quoi. Et s'il y a un festival à conseiller là, qu'est-ce que tu dirais? Après 15 ans qu'on pousse à y aller, j'ai réussi à y mettre les pieds cette année. C'est un festival qui s'appelle Vladimir Festival, qui est en Croatie. Donc c'est hyper pénible, hyper pénible pour y aller, hein, je vous préviens d'avance, que peut-être de Paris c'est plus simple que de Biarritz. Et là c'est pareil, il n'y a quasiment aucune vidéo de marque. C'est que des gens qui font... Mon fils de 5 ans vient de se mettre au skate, je fais un film ultra touchant. C'est Maïté qui part avec 2 potes au Brésil et qui rencontre plein de gens qui va skater sur la musique cinglée qui est géniale. C'est des trucs comme ça, quoi. C'est beaucoup de... Le film là qui est sorti sur... J'oublie toujours Gaucha, là, un skater... je crois que c'est Gaucha, j'espère que c'est le bon nom. C'est là qu'il faut que je regarde sur la note. Chat. Skater de chez Absurd Skateboard, skater russe, qui a skaté une rivière gelée pendant plusieurs hivers. Là, on en a parlé la dernière fois, ouais. Pour moi, c'est le film 2025 c'est à 2000%. Quoi. Je suis très triste que ce soit pas un film Element. Mais le niveau d'exécution, de trick, le courage que le gars a eu pour faire ce film, c'est dingue, quoi. Et c'est trop beau. Donc allez le voir. Donc ouais, voilà, donc il y a ça, le festival Connect là, à Bordeaux qui était chouette. Je sais plus, j'en ai fait 2-3 comme ça. En tout cas en France, le plus accessible pour nous c'est celui de Bordeaux, et c'était super. Vraiment des discussions ultra matures sur le skate dans la ville, ce que ça veut dire. Génial. Voilà. Être un skateur responsable, qu'est-ce que ça veut dire, et tout ça, quoi. Autre question, pam. Est-ce que vous allez mettre les boutiques Element Board Riders dans la boucle pour les lancements vidéo? Question de Morgan Gauthier. Eh ben, la boutique de Nantes notamment, c'est le cas. On fait une première au skatepark Le Hangar à Nantes. Et on fait aussi dans une nouveauté, dans la salle d'escalade qui s'appelle El Cap, assis à Nantes.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une liste vraiment diabolique, on fait plus d'une trentaine de vidéos, donc c'est un peu dur. Board Rider de Chamonix, parce qu'ils ont un bel espace pour faire des projections, donc on fait une projection là-bas. Ok. Mais c'est là, le team se déplace pas, quoi. Les uns en première avec le team, c'est vraiment Paris, Berlin et Manchester. Ok. C'est pour Mais la après, capitale. quoi, on fait Les provinciaux, bonne chance. Attends. Il en fait quand même avec Buzz à Osgore, parce que Vincent il en est bon là-bas local. aussi, à Après, côté. on a demandé à chaque. Il ouvre la porte de chez lui et Voilà. il est chez Buzz. Chaque team rider qui est associé à un SketchUp fait un truc avec son SketchUp aussi. Donc Yako, il fait avec Magnana en Finlande et ainsi de suite, quoi. Ok, sympa. Magnana qui est son SketchUp, il me semble. Ouais, non avec ça son frère. Ouais. Avec son frère. Et un pote. Ouais. Génial. Alors, il y a Damien qui réagissait au festival, justement, que tu disais. C'est cool, la crise, tout le monde pousse pour faire des choses, les nouvelles marques prônent la débrouille, et on a des projets vidéo de malades. Les gros comme vous s'arrachent pour avoir des idées. Bah, c'est vrai, après, c'est tout le skate. On a tous envie de faire un projet qui sorte du lot et tout ça, quoi. C'est tellement dur de faire une vidéo de skate, qu'elle soit médiocre ou bien. C'est quand même énormément de travail pour les skateurs, pour le filmeur, pour la musique, pour tout. Donc moi je dis ça à chaque fois, dès qu'on se lance un projet, on sait que ça va être galère. Question intéressante, très intéressante même, de Romain Van Herp qui dit question tabou, mais comment le retour sur investissement d'un skater sponsorisé chez une marque est mesuré? Est-ce que des pressions sont faites par les personnes qui gèrent les budgets? Ouais, je suis un sale type, je vraiment le couteau sous la gorge des skateurs. Non, c'est pas du tout. Y a un truc simple mais qui est pas du tout linéaire, c'est les ventes de planches pour les professionnels. Mais en vrai, ça dépend autant du skater que les graphiques, que de la taille de la planche, que tout ça, donc c'est dur, quoi. Donc non, les retours sur investissement, je dirais que en tant que boss du marketing, moi c'est plus si les gens ils sont malins et ils font le job, quoi. Quand ils ont une parution, qu'on voit un logo à un endroit, comme ça moi je monte à mon patron, voilà. C'est ça, je sais que ça va pas nous faire, c'est pas mathématique ou pas, il n'y a pas un lien direct entre ça et la vente d'un Gene Element, quoi, tu vois, c'est pas... T'as quand même toi des reports à faire. Mais on me demande... T'as des tableaux peut-être à envoyer, des tableaux, oui, ou en tout cas, quand quelqu'un gagne des chiffres. Voilà, ou quand il y a une belle parution et tout ça, c'est des choses, ça donne la visibilité à la marque, après c'est très diffus, quoi, c'est pas... Voilà, et même s'il y a beaucoup de statistiques avec le e-commerce, avec Instagram et tout ça, la corrélation directe entre ça et des ventes et du chiffre d'affaires est quand même un peu diffuse, quoi. Donc c'est là que je mets mon autre chapeau de personne du marketing et que je vais vendre ça bien à mon patron. Excellent. Regardez la vidéo, 2 millions de vues. La ESP. Voilà, ça c'est on dit, c'est une vidéo de skate, ça coûte extrêmement cher à notre niveau parce qu'on paye les droits musicaux, on paye les filmeurs, les photographes, tout ça, donc ça coûte, c'est un gros investissement. Et pour peu que la vidéo soit monétisée, il y a peut-être un retour sur investissement. C'est Trasher là qui récupère. C'est Trasher. Oui, quand tu les lances avec Trasher, c'est eux, c'est dans leur. Voilà, c'est vrai. Mais c'est pas. Et ouais, c'est peut-être une commission. Pas très malin, voilà. Écoute, on verra plus tard. Mais bon, en tout cas, c'est un partenariat avec Trasher, on est content parce que ça marche, quoi. Les gens voient les vidéos. C'est le plus gros média au monde de skate, en tout cas. Voilà, donc on est triste, voilà, que pas faire croquer tout le monde, mais des fois je lui dis, ce qu'on a besoin, c'est que notre marque elle soit visible, et à ce moment-là, à cet instant T, c'est la solution la plus simple, en tout cas, à mettre en place, quoi. C'est normal. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Comment est-ce que vous dealez pour les droits musicaux sur les vidéos? Et là, cette fois-ci, on a bien mis cette tâche qui est un peu ingrate sur Halfpipe Record avec qui on a travaillé. Okay. C'est une dynamique un peu complexe quand tu fais une vidéo et que tu dois valider les droits, parce qu'il y a le monteur qui est d'un côté qui aimerait prendre le morceau qu'il veut, parce que dans le skate, la plupart des gens choisissent une musique et montent sur la musique. Sauf que quand tu sais pas si la musique tu vas pouvoir avoir les droits, voilà, donc c'est une espèce d'aller-retour entre... J'aime bien ce morceau, je te fais un pré-montage, cool, le montage est cool, maintenant on va voir le label qu'il faut trouver, c'est pas toujours facile parce que dans le skate on a une bonne culture musicale, donc on va chercher des morceaux bien obscurs, donc il faut aller les chercher, parler avec le label, valider un deal, t'as le budget, t'as pas le budget, ça varie de 200 à 5000 euros. 200 à 5000, waouh. Tu vois, donc tu peux, voilà.
Et de là, t'as le budget, t'as pas le budget. Est-ce que l'enveloppe globale elle est justifiée, machin, tout ça. Est-ce que tu trouves les bonnes personnes. Est-ce que voilà. Donc c'est un peu une dynamique un peu pénible. Ouais. Mais chez Element, vous avez une personne qui est en charge de ça? Non. Non. Il y a 2-3 spécialistes en Europe et aux États-Unis qui font ça. Si vous regardez dans les crédits musicaux de toutes les chansons, il y a 2-3 noms qui ressortent tout le temps. Et là, du coup, vu qu'on a travaillé avec Halfpipe Records, ils ont composé des morceaux, ils ont proposé des morceaux des artistes qu'ils connaissaient et tout ça, quoi. Et on reste quand même dans une galère. Des morceaux, on a du mal à le valider encore. Donc, voilà. À clearer les droits. Exactement, mais bon, tant que c'est pour les premières, c'est pas grave, c'est quand on va devoir la sortir live que là, on a des problèmes, quoi. Moi, j'avais un copain qui travaillait là-dedans, dans les droits musicaux. Ouais. Qui avait, alors lui, c'est un business. Ouais, c'est un business. Hein. Il avait un bot qui allait sur toutes les chaînes YouTube, qui allait repérer en fait les musiques dont les droits n'avaient pas été payés. Et ensuite, à partir de ça, il envoyait des mails aux gens pour soit demander la suppression de la musique, soit demander de l'argent. J'en reçois parce qu'il y a pas mal de... Donc si vous vous demandé pourquoi il y a plein de vidéos qui disparaissent, je prends l'exemple des vidéos Nike. Elles disparaissent parce que généralement c'est trop cher. T'imagines, t'as Nike qui t'appelle, qui dit je veux utiliser la musique, tu fais allez hop là, de l'argent. Et donc généralement, même Nike SB, qui est quand même une petite branche de Nike, n'a pas les budgets pour payer des droits mirobolants pour avoir des droits à vie. Donc tu prends des droits pendant genre 2 ans ou 3 ans. Okay. Mais il n'y a pas des grilles tarifaires? C'est aux petites doigts mouillés en fait. Oui, là, vraiment, oui. Oui, là c'est à la tête du client là. Vraiment. Ouais, d'accord, ok. Genre ta dernière vidéo elle a fait 2 millions de vues, tu vas payer plus cher que si elle a fait 100 vues, quoi, tu vois. C'est un peu... Et voilà, donc généralement tu payes les droits pour 2-3 ans, et si tu t'entends bien avec les artistes, si c'est une vraie collaboration avec les artistes, ce qui était le cas cette fois-ci, tu prends des droits à vie, comme ça ta vidéo tu vas pouvoir la laisser à vie en ligne, sinon tu es obligé de la retirer, ou alors il faut repayer des droits, quoi. Ce qui est normal d'un point de vue des artistes, hein. Tu payes pour l'utilisation de quelque chose, comme quand tu loues un appartement, tu vois, tu payes plus, au bout d'un moment, faut sortir, quoi. Waouh. Est-ce que vous êtes bon? Là, je vois plus trop de questions. Je pense que là, le chat a tout eu. Peut-être une dernière? Accrocher une sorte de baguille. Laquelle? Elle est géniale. C'est quelqu'un qui est pas tout jeune, ça. Est-ce qu'ils vont ressortir les porte-monnaies avec une énorme chaîne à raccrocher au baguille? Waouh. Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas. S'il y a un vrai besoin du public, parlez-nous-en. Mais... Pourtant, il y a un vrai retour, côté un peu nostalgique des choses là qui ouais, mais après pour les marques de choses qui ressortent des grosses chaussures, des grosses choses. Il y a quelque chose avec ça, mais faut qu'on voit de ce qui, dans notre logique de devenir un peu une marque classique, de ce qui va s'installer durablement et de ce qui est de l'ordre de la mode éphémère, quoi. Et c'est dur parce que voilà, comme je dis, moi j'ai un certain âge, donc j'ai vu ces différentes vagues. J'ai eu des jeans slim avec des ceintures à pointe, j'ai eu des baggy orange où vous ne voyez plus mes pieds, j'ai eu tout ça, j'ai suivi comme tous les jeunes skateurs qui vous suivent. Mais il y a des choses qui ont duré, quand j'y réfléchis, l'époque de couper les chaussures montantes pour en faire des chaussures basses, ça a duré, je sais pas, 6 mois, 1 an, et après ça a disparu. Donc tu te dis, c'est des trucs, c'est des micro-modes, quoi. Et en tant que marque qui veut faire un truc un peu durable, non, on peut pas... On peut pas faire ça, quoi. On peut pas faire ça. On va pas sauter sur ces micro-modes, quoi. Moi, c'est pas l'idée, quoi. Et c'est là où les jeunes marques, on parlait de Punk'n'Yo, mais il y en a plein, ont leur place, quoi. C'est qui prennent ce wagon et qui savent mettre le pied à l'étrier et qui foncent, quoi. Elles sont plus petites aussi, elles ont plus de largesse et d'agilité, c'est ça, pour faire des choses comme ça. Et puis c'est leur génération aussi, quoi. Tu vois, c'est ce que je disais, hein, c'est encore une question de dans quelle phase tu es. Et tu vois, c'est cool. Là, je suis rentré là, au 39 aujourd'hui. Voilà, c'est 2 jeunes qui ont moins de 25 ans qui sont à l'entrée. Je dis, t'es un jeune skateur, tu rentres là-dedans, t'es content de voir ça. T'as pas avoir un vieux crouton comme moi derrière le comptoir, quoi. Bon, t'es pas si vieux que ça, quand même, Bertrand. Ils veulent pouvoir discuter des mêmes choses. Tu vois, moi, il peut me dire, t'as vu cette vidéo? Mais la réponse, dans 90% des cas, c'est non, pas du tout, quoi. Par contre, j'ai vu l'article sur Courrier International qui était génial. Et voilà, quoi. Ok, ça, c'est un truc de vieux, ça. Voilà, tu vois. Il y en a un dernier qui demande des invitations pour la VP. C'est un peu compliqué là parce que c'est un peu raté, sold out complètement. Par contre, encore dit, il y aura d'autres projections. Il y en a le 16 février, tu verras sur Trasher. Voilà, et si t'es en province ou ailleurs, il y en a un petit peu une belle liste qui a été postée. Et super, génial.
ce podcast. Les amis, on va wrap ce podcast. C'était trop cool de voir un petit peu les coulisses et puis d'avoir passé en revue ton expérience. On aurait pu creuser davantage, mais après le temps il est un peu limité. Non, mais on va pas les saouler non plus. Hein. non, et regarde, ils sont 40-45 en moyenne là. Je pense qu'ils ont pris leur pied, on peut dire. Bah, cool. Donc les amis, merci d'avoir été là. Merci Bertrand pour ton temps. C'était merci à vous. Trop bien, c'était top. trop cool. Avec plaisir. Et peut-être à une prochaine pour une vidéo ou pour autre chose. Allez, c'est pas. Grand plaisir. Les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ce podcast-là, de mes petites bourdes aussi. Mais c'est en live, c'est normal, c'est comme ça. S'il y a d'autres invités que vous aimeriez aussi voir, dites-le nous dans les commentaires. On essaiera de faire bouger les choses. Et puis autrement, on se retrouve demain pour l'émission classique du vendredi 11h30 midi en direct avec l'équipe classique là aussi. Ça va débriefer sur Gorka. Search, du coup. Ça va débriefer, ça va défoncer. Aïe. Non, avec les vidéos, généralement, on est assez Non, mais... positif et puis on parle des vidéos qu'on aime. Donc, Ah bon. Ouais, on prend la critique, hein, ça nous fait avancer tout ça. On va voir. On aura pas mal de choses à raconter, je pense. Mortel. Donc avec Gorka et Massimo, comme d'hab, bien évidemment. Je vous fais des bisous, les amis. N'oubliez pas le petit follow, le petit commentaire, tout ça, la classique pour YouTube. Je vous fais des bisous. À bientôt. Hein. Merci encore, Bertrand. Merci beaucoup à toi. Cool. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. When you say I'm influenced, do you talk about my friend? Is it because you can't have them? I'm telling you, girl, you're desperate. No, I just think that I deserve much more. Please don't think I must leave at all. Had a good time yesterday when you weren't on my way. As soon you came back, I felt strange.